Donc il a un stock où il stocke ses trucs. Et donc ses préparateurs, ils posent des questions entre eux, genre comment tu fais pour, machin, etc. Et de temps en temps, il y a un mec qui dit, mais je sais pas. Et donc il parle de Paul, il dit demande au chinois. Et en fait, pour ceux ils savent pas que c'est le boss, donc ils disent demande au chinois. Et comme il est tellement humble, mais c'est vrai, il est très humble. Il leur parle comme si c'était un collègue normal. Et du coup, ils disent mais parle au chinois. C'est déjà arrivé. Bon bah bienvenue Paul pour ce premier épisode de Cocktail Club. Je suis accompagné de Rassem, mon poteau aussi, influenceur TikTok, influenceur Insta. Hein, c'est bientôt YouTube. YouTube bientôt, tu ouvres ta chaîne? Ah, c'est cool. Non mais elle est déjà ouverte. Ah mais j'ai pas je fais 4 millions de vues ça moi-ci sur YouTube. 4 millions. J'ai craqué. C'est beau. C'est cool, ouais. Tu lâches bientôt ta boîte et tu te lances full. Tu vas à Dubaï après. C'est la suite logique. Et il faut juste que je parle un peu plus de crypto selon Paul dans ma chaîne là. Et normalement je serai admis dans le club Dubaï. Ah, si magnifique, je fais ça. magnifique. Alors juste pour faire les présentations rapidement, donc je suis Redal, fondateur de club. Avec un K. Avec un K, bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis entouré de mecs super cool que j'admire et que j'adore. Je suis client en fait chez les deux. Qu'est-ce que t'admires chez nous? Je suis client chez les deux. Qu'est-ce que t'admires chez nous? Si tu peux nous rincer un petit peu. En fait, c'est simple. Quand samedi, polish-nous, s'il te plaît. Quand samedi, je reçois pas ma commande, La Belle Vie, j'envoie un petit message au support. La personne qui me répond. Mais dis ce que tu commandes chez Paul que personne n'achète à Paris à part toi. Pour prouver que t'as réussi. Non, c'est juste que j'ai des bons goûts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et tu me proposes de la bonne viande. Moi, je commande la bonne viande. C'est vrai, mais t'as raison. Ouais. Se faire plaisir dans la vie. Ouais, Paul, on peut le dire, la stat sur le nombre de gens qui prennent Wagyu ou pas? Est-ce que c'est confidentiel? C'est faux. C'est impossible. Mais c'est vrai, non, mais Paul, c'est pas loin. Il y a pas beaucoup de grands clients Wagyu sur la Belle Vie. Il doit en avoir 2 ou 3, peut-être 2, dont un ici. Voilà. Ah mais de toute façon maintenant c'est même plus un sujet parce que t'as même plus de Wagyu chez toi et c'est. Ah, quand t'as 2 qui prennent, c'est une bonne décision business, Paul. Bravo. Non, en fait, c'est mais t'as pas remarqué, je commande plus chez toi, hein. Depuis qu'il y en a plus, il y a eu un drop sur les commandes. Bah du coup il prend chez Frischti. Bah ouais. Ah bah oui c'est vrai, maintenant je suis passé chez Frischti. Voilà. C'est vrai. C'est la poche droite. Tu m'as loqué. Poche gauche, poche droite. Tu m'as loqué. C'est la gauche. Pour ceux qui savent pas, alors Paul ici est le fondateur de La Belle Vie, cofondateur de La Belle Vie, effectivement. Et humble. C'est vrai parce qu'il y a l'homme de l'ombre qui en fait est celui qui fait tout. Toi t'es juste le face. Moi, je suis là c'est the pretty face. C'est juste the pretty face, exactement. Donc Paul, superstar, vient de racheter son concurrent. En fait tu connais le truc là Highlander, il ne peut en rester qu'un. C'est les immortels qui coupent la tête des autres pour récupérer leur pouvoir. En fait, La Belle Vie, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de disparitions. Il y a beaucoup de disparitions. Et tu as absorbé, en fait, le flow de toutes les autres boîtes. Survivor. C'est un peu ça, non? Absorbé, non, parce que sinon, on serait encore plus gros. Mais on a tenu bon avec notre associé, mon associé. On a tenu bon et on tient bon. Je pense que c'est pas toujours easy. Franchement, j'étais encore avec lui il y a quelques minutes. C'est vrai que j'étais en retard. C'est plus de la moitié de la réussite de La Belle Vie, quoi. C'est parce que il y a 2 mecs qui s'entendent bien. Et je pense que dans toutes les boîtes où l'association se passe bien, ça fait des belles réussites, ouais. C'est clair. Ça, c'est vraiment c'est au-delà de la concurrence. Ça marche pas. Les levées de fonds, les machins, etc. Quand t'as 2 gros entrepreneurs, pas gros, mais un peu quand même. Et des gens tu vois on va zoomer après dans les effets. Qui est résilient, avec de la vision, la même ambition, qui s'entendent bien et qui ont compris que leur union était le truc un peu suprême dans la boîte. Ça fait quelque chose qui peut dérouler. Ouais, mais ça se voit. Ça c'est ouais, c'est clair. C'est le truc avec Alban qui est hyper puissant. Les gens sous-estiment ça parce qu'ils choisissent pas forcément avec ça en tête leur associé. C'est trop dur ça. C'est très très dur. Ouais. C'est trop dur, mais ça c'est une leçon de ma première boîte que j'ai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Que j'ai fail. Clairement. Voilà. C'était quoi ta première boîte? Ça s'appelait O3 July. Je faisais des applications mobiles, dont une très connue, Gasol Now. Voilà. Donc tu connais pas parce que t'as pas de voiture, t'as Paris. Mais quand t'es en province et quand tu cherches une station essence et que tu veux faire des économies sur ton plein, t'as Gasol Now. 2022, ça faisait partie encore des 10 applications les plus téléchargées en France. Classe. Stylé. 10 ans après. Déjà, j'avais vu un truc qui disait que la première raison
de fail des startups, c'est les founders qui lâchent. Ouais. Et une des raisons pour lesquelles les founders lâchent, c'est la dynamique entre les deux n'est pas bonne, quoi. C'est vrai que tu tiens pas dans les moments durs. Il y a de l'ego, de l'orgueil, qui est très dur à gérer. Et en fait, quand tu as une boîte, tu le fais à tout niveau, avec tes employés, tes collaborateurs, tes investisseurs, etc. C'est toujours placer ton ego et ton orgueil à un certain niveau dans les moments de décision. Importante et pas importante. C'est l'orgueil, l'ego. Et ça, c'est la cause numéro 1 du crash des boîtes. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans la douleur, que mon associé, lui, ça fait 25 ans qu'il entreprend, quoi. Tu vois, il a commencé sa boîte à 18 ans, sa première boîte, quoi. Donc, il connaît ça. Il a vécu que ça. Il n'est pas allé à l'école, il n'a pas fait de grande fac, etc. Mais il a monté sa boîte à 18 ans. 10 ans après, il la vend 15 millions, quoi. Voilà. Pur génie, quoi. Voilà. Je sais même pas ce qu'il fait avec moi, d'ailleurs. Mais une belle boîte, une belle association, et on s'associe même avec ses collaborateurs. C'est un peu le même système. Mais ça, c'est un truc qui est énorme chez La Belle Vie, c'est que même les prestataires kiffent Paul. Tu sais, c'est un truc de ouf parce que les mecs qui te livrent, ils connaissent Paul et ils le kiffent. Ah, tu parles des livreurs. Ok. Prestataire livreur. Non, ça c'est vrai. Ouais. Moi, on en a déjà parlé. Il y a des livreurs, pour la plupart, tu peux leur dire passe le bonjour à Alban ou Paul, et ils vont le faire, quoi. Ils vont le faire, et je suis averti dans les 10 minutes. Voilà. Le matin, et on peut s'engueuler parce que tout le monde fait des bêtises, eux ou moi, voilà. Mais il y a du dialogue, et ça j'aime beaucoup. Et mes prestats, ou en tout cas mes collaborateurs en général, ils savent que ma porte est toujours ouverte. S'ils ont besoin de parler, ils peuvent parler. Ils ont tous mon numéro de téléphone. Ils ont tous mon email, et à tout niveau, voilà. Et parfois, ça peut être, je suis dans le cas un peu extrême, je suis en galère de thunes, machin, etc. Ok, tu vois. Là, il faut comprendre le contexte. Ça peut être, est-ce que je peux faire mon stage chez La Belle Vie? Est-ce que je peux faire mon alternance? Est-ce que je peux transformer mon alternance en CDI? Ça peut être plein de choses, en fait. Tu vois, ça peut être, je peux pas travailler la semaine prochaine, j'ai peur qu'on vire, machin, etc. Enfin. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui change dans la qualité des livreurs chez La Belle Vie. Ouais. C'est quand tu commandes La Belle Vie versus tu commandes un Deliveroo Uber Eats. En fait, tu le vois, la différence de, je sais pas comment ils font. Les mecs, ils font le extra mile. Ils montent jusque chez toi, ils vérifient que t'es bien là, ils prennent la photo, ça, ils t'envoient par SMS. Mile, mais même la qualité des gens. Ouais. Genre que tu le vois, de la façon dont ils sont, etc. Tu te dis, ok, c'est pas les mêmes types de personnes que tu arrives à emborder sur La Belle Vie. On a une boîte tech. La tech permet d'orchestrer et de gérer la productivité de tout l'ensemble. Mais c'est une boîte de 600 personnes aujourd'hui. Et la majorité des actions se font par les personnes, aidées par le logiciel. Donc en vrai, l'ADN, le cœur de la boîte, c'est les people, quoi. Et si tu t'intéresses pas à ces gens-là, si tu transmets pas une infime partie de ce que toi tu veux à la fin, ça marche pas. Bien sûr. Voilà, ça marche pas. J'ai dit ça quand on était à 200 personnes, 400 personnes, 600 personnes. Tant que je peux le faire, aller voir quelqu'un, lui poser la question, c'est quoi ton taf? Tu sais pour qui tu travailles? C'est important. Juste savoir pour qui tu travailles, quoi. Il y a des gens, ils savent pas pour qui ils travaillent. Ils sont là, ils font c'est abstrait, quoi. Plap. À partir du moment que tu travailles pour quelqu'un et que cette personne a une vision de ton taf, parce qu'il sait déjà ce qu'est son taf, parce que tu l'as déjà fait, et surtout, où est-ce que ça doit aller? À la fin, les préparateurs, ça chez les livreurs chez les clients, etc. À la fin, il y a un client. Mets-toi à la place du client. Voilà. Ces 5 minutes de discussion, ils savent. Ça change quand même quelque chose, tu vois. Ça change peut-être 1%, mais c'est le pourcentage qui fait la différence. Parce que, à un moment donné, tu t'es penché sur les personnes. Voilà. Les personnes qui sont au premier cercle de notre management et ensuite au second cercle, c'est des gens qu'on a choisis directement. Et ils sont en contact avec nous, donc ils transmettent cette flamme-là jusqu'au bout. Voilà. Et ça, c'est super important. On a une boîte qui est humaine. Voilà. Et avant tout, avant la tech, avant tout, c'est des gens que tu dois gérer parce que c'est ces gens-là qui font le taf. Voilà. C'est comme, je sais pas, c'est la poste et les postiers, quoi. À un moment donné, faut remercier tout le temps les postiers, c'est eux qui font le taf, quoi. Bah ouais, sans eux, tu reçois pas ton courrier, mon pote. Mais ça, c'est même,
on me dit, ouais, c'est du management. Mec, c'est même pas du management. C'est de l'éducation. Voilà. C'est l'éducation. Non, Voilà. c'est clair. On est personne sur cette terre-là. On a eu parfois de la chance, des opportunités, mais on est personne. Voilà. C'est la minute spirituelle. C'est ouf. Mais attends, Paul, avant de continuer, on t'a pas présenté. On t'a présenté comme un influenceur Dubaï, tout ça, mais c'est pas vrai. Pas encore. En fait, Je suis encore dans Paris, hein. T'es encore en stage. Ton TikTok, c'est pas encore des millions d'abonnés. Mais Rassem, dis-nous qui tu es. Et c'est quoi Legal Place, à part une boîte qui abonne des gens sans qu'ils le sachent? C'est pas nous. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est pas vous. C'est qui? C'est qui? Est-ce qu'on a le droit de dire ou pas? Vas-y, balance. Non, dis pas. Attends, je suis vénère. Okay. Je suis désolé. Moi, je découvre que je suis abonné à lui sans le savoir. Vas-y, c'est qui fait ça? Non, écoute, certains de nos partenaires, je sais pas, peut-être qu'ils t'ont abonné. Peut-être. En fait, parfois. Attends, mais l'histoire, Paul, c'est quoi? Je te jure, la semaine dernière, je regarde mes mails, je reçois 2 factures Payfit et je me dis, une facture Payfit, une autre facture. Pourquoi il y a 2 factures? Je clique, je vois Kanoun. Je dis Kanoun, c'est pas Kanoun en arabe. Je suis si, attends. Ça veut dire quoi Kanoun? C'est loi, c'est la loi. D'accord. Et je vois By Legal Place. Et là je fais fuck, je suis abonné à Rassem. Et je fais mais attends, quand est-ce que j'ai dit que je voulais m'abonner à ce truc-là? Je cherche, je ne trouve pas. Et donc en fait Payfit m'a abonné de force à lui là. Ils ont vu qu'on était potes. C'est ça. Tu devrais re-regarder le tunnel d'abonnement et je suis sûr que t'as cliqué sans faire exprès parce que t'étais pressé et t'es en train d'accuser les gens. Je suis sûr que ils ont fait ça dans les règles de l'art, mais comme toi, t'es trop vas riche. vite. Mais il regarde pas le prix. Il regarde pas ce qu'il achète. Tac, tac. Ça coûte plus cher que Payfit ce truc. Est-ce que quand tu vas faire des courses, est-ce que tu regardes le prix à la fin? Ouais, non, bien sûr. Non. Bien sûr. Arrête. Bien sûr. Non. Bien sûr. Tu sais que je joue à un jeu. Je sais que Paul regarde parce qu'il veut savoir la concurrence combien il price. Je joue à un jeu avec ma femme tout le temps quand on va faire les courses. Je calcule combien je vais payer à la caisse et je suis toujours, tu vois, genre à 2 ou 3% près, je sais combien je vais payer. En fait, il fait ça pour ne pas trop déconnecter. Tu vois ce que je veux dire? Il se dit, il faut garder des réflexes, tu vois. Bah, bien sûr. Et là, okay, est-ce que souvent là, parce que l'inflation. Vas-y, raconte-nous l'inflation. Comment on se Attends. Question corollaire. Avant d'arriver à la question. Ouais. Tu regardes les prix pour acheter de la bouffe. Ouais. Est-ce que tu regardais les prix quand tu achetais, je sais pas, des NFT par exemple? Mec, moi acheter des NFT. Oui. Tu connais ma position. Parlons inflation. Parlons inflation. Il a créé. Moi, j'ai créé des NFT. Oui, non, mais attends, les seuls NFT que j'ai achetés, c'est les NFT de Paul. C'est vrai. Pour la bonne cause, bien sûr. Je l'ai fait ou pas? Ouais, tu l'as fait. Devant toute l'audience. T'en as fait quoi de l'argent? Bah, il a acheté un t-shirt. Il a créé une marque de t-shirt Shiba Inu, Nike. Là, Paul. Normalement, c'était une œuvre, c'était quoi la cause déjà? Vas-y. Déjà, c'est quoi Legal Place? Alors ouais, avant l'inflation. Et après on va faire Legal Place. Après on va parler des NFT. Parlons pas NFT. On va parler des NFT de Paul. Et après on va parler inflation. Incroyable. Et après on va parler toutes les boîtes qui vont mettre la clé sous la porte dans les 3 mois qui viennent là. Ah ouais, c'est chaud. Et on va parler nouveaux modèles. On va parler plein de choses. On va parler aussi des cocktails qu'on a choisis, que Paul a choisi. Wow. Allez, vas-y. Vas-y, viens, on reste 4 heures, non? Bah, on essaye, je sais pas si les mecs. Time. Mais paye. Eux, ils travaillent jusqu'à 23h. Bah, écoute, on va voir. Content. Non, Legal Place, en 2 mots, c'est la façon la plus simple aujourd'hui de créer une boîte en France. Tu cliques sur des boutons, la boîte, elle se crée, c'est magique. C'est énorme. Maintenant, il y a énormément de gens qui utilisent ça pour créer leur boîte en France. Je pense que c'est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui. Et ensuite, tu peux gérer ta compta sur Legal Place. C'est le dernier produit qu'on a sorti. C'est un peu la continuité. Tu démarres ta boîte et tu la gères sur Legal Place, quoi. Donc le but, c'est qu'en un seul endroit, tu puisses démarrer, lancer ton activité sans te prendre la tête, quoi. Et combien d'ouvertures de boîtes par an? Par an, on doit être à... Non, au total, hein, pas hors Legal Place, sur ton marché. En France, ouais. Tu vas avoir 500 000 boîtes qui se lancent en France. 10% presque, c'est Legal Place. Ouais. C'est énorme. C'est magnifique. C'est énorme. Attends, énorme. Legal Place, future unicorn. Bah écoute, on fait tout pour. C'est un chameau pour l'instant. C'est un chameau, mais la corne elle pousse. La corne elle pousse. Il pousse là. Non, c'est pas mal, c'est excellent. Et puis en plus, tu m'as parlé des différentes fonctionnalités sur lesquelles t'avances.
sur le banking, sur tous les trucs. En fait, en gros, tu vas devenir un one-stop shop pour les freelances. Il a balancé la roadmap sale. Ça fait 6 mois, Racine dit, t'en parles pas, t'en parles pas. Du coup, on va faire patienter les prochaine étape. freelances. De toute façon, on peut couper, c'est pas grave. Non, en gros, ouais, c'est clair, c'est ça les features, et puis il y a le feature que toi tu payes sans le savoir, qui est la gestion de temps légal. La gestion de temps légal des salariés, tout ce qui est salarié, tu vois. Ouais. Et Paul n'a pas pris parce que c'est trop, voilà, c'était ça. Mais lui, il a pas cliqué sur le en bouton. fait, la différence entre Reda et Paul, c'est que Paul, il regarde où il clique et là où il met sa CB. Mais en gros, ouais, c'est ça, one stop shop, et le but c'est, aujourd'hui tu parles à genre 5-6 interlocuteurs différents pour gérer ta petite boîte. Quand tu te lances, tu fais genre, je sais pas, 10 000 euros par mois de chiffre, et encore 10 000 euros quand tu te lances, tout le monde ne le fait pas. Et t'as déjà genre 5-6 interlocuteurs entre l'assureur, le banquier, l'avocat, le comptable, etc., qui parlent pas entre eux, donc c'est toi qui dois un peu orchestrer tout ça. Donc voilà, la thèse c'est qu'on rassemble, sans dire toute la roadmap, c'est d'avoir le max possible un seul shop, quoi. Pour l'instant, c'est que en France. Ouais, c'est que en France. Et c'est vrai que c'est marrant parce que les VC, Paul connaît très bien ce sujet-là, te disent tout de suite, parle-moi Europe, parle-moi international, tu sais. Ouais. Et on a tous dans notre deck un slide. La slide internationale, on l'a tous. Total Addressable Market. Ouais, mais même si ton Total Addressable était très gros en France, comme ils ont tous lu la même littérature américaine chez un blogueur, c'est Paul Graham, je sais pas quoi, qui dit il faut absolument une boîte internationale, sinon ça devient pas licorne. Bah ils appliquent scolaire, de manière très scolaire, tu vois. Pas ceux qui sont chez nous. Oui. Les autres. On parle surtout pas des VC qui sont chez les Gameplay, c'est chez. Mais en plus c'est vrai parce que s'ils ont choisi d'investir chez nous, c'est quelque part aussi parce que. Mais tu sais que d'ailleurs moi, Paul, j'étais hyper surpris de savoir que Left Lane Capital avait mis dans La Belle Vie. Déjà le nom, La Belle Vie. Comment ils ont vu La Belle Vie et ils se sont dit allez on va mettre un chèque dans La Belle Vie. La Belle Vie. The Beautiful Life. Écoute, c'est une erreur. Mais en fait, ils pensaient que c'était la chaîne de supermarché. Ils sont trompés. Ils sont plantés. Ils sont trompés. Non, écoute, ça s'est fait de manière assez. C'est une belle histoire celle-là. Hein. Tu l'as jamais racontée. C'est une belle histoire. C'est vrai, c'est une belle histoire. Mars le Stripe, le truc. Vas-y. Mars 2020, Covid. Et on avait levé 3 ou 4 mois auparavant notre série A et qu'on n'avait pas annoncé. Voilà. Et on s'est dit, puisqu'on est en pleine bourre, en plein Covid, on va se mettre encore plus la bourre. On va dire que on a levé et en plus de ça, on est en train de cartonner de ouf sur le Covid. Et en plus, c'était vrai. Ok. Donc ça, c'était au mois de mai. Et 2 semaines après, je reçois un mail de Left Lane, une analyste. C'était rigolo le premier rendez-vous d'ailleurs. Je vous raconterai aussi ça. Elle m'envoie un email. Elle me dit salut et tout. Ouais, ça a l'air pas mal La Belle Vie, j'entends beaucoup parler, est-ce qu'on pourrait se parler? Je dis non, là on est en train on est en pleine bourre, on doit gérer les ops, on doit retravailler la bottom line, etc. Parlons-nous à la rentrée. Et à la rentrée en septembre, elle me renvoie un email. Ouais, salut, est-ce que tu es un peu dispo pour parler, etc. Ouais, non, là c'est la rentrée, on est en pleine bourre et tout, le mois prochain. Et un mois après, bon là, là, je suis quand même éduqué. Je la prends en visio. Et je me rappelle de la première chose qu'elle a faite. Je dirais pas son nom. Elle avait un gros poil de chasse sur la langue. J'ai éclaté de rire. Je te jure. Et en plus, à ce moment-là, je savais toujours pas qui c'était Left Lane. Ouais. Tu vois, elle me disait, c'est comme tous les fonds. Ouais, on investit dans ça. J'ai pas compris que c'était vraiment une Rolls-Royce, quoi. Et on parle, elle me fait ça m'intéresse. Est-ce que t'as un deck, machin, etc. Je dis non, on n'a pas de deck. Voilà, on n'a pas le temps. On travaille nous. Tu vois, on doit mettre les choux-fleurs dans les sacs. Tu vois, on a un taf. Elle me dit ok, est-ce que tu peux m'envoyer toutes tes transactions depuis le début avec l'ID, etc. 3-4 champs. Ok, je lui fais. Ouvre-moi ton Stripe, quoi. C'est ça. Ouvre-moi ton Stripe. C'est ouf. Avec l'ID, etc. Juste pour reconstituer les cohortes elles-mêmes. Voilà. Ils font le taf. Ils sont bons chez Left Lane. Ouais. Ils sont très bons, ouais. Très très bons. Franchement, je kiffe trop ce fond. Et 2 semaines plus tard, elle me fait ça nous intéresse. Et je crois que direct, je passe en partner meeting. Direct. Et là, je vois Harley, Jason, enfin vraiment les fondeurs de Left Lane, quoi. Je les connaissais pas. Franchement, je suis un gros pecno des fonds, quoi. Pourtant, t'es sur Twitter. Je suis sur Twitter, mais ouais, je tweete que les trucs qui coulolent. C'est quoi?
C'est quoi En ces fait, tweets? Ces tweets, c'est le logis de toutes les boîtes de Q-commerce. Ah, c'est vrai. One down. Non mais Paul, il s'est pris d'une passion aujourd'hui. C'est, à chaque fois que je publie une vidéo, il y va et son but c'est de troller, c'est de mettre le commentaire le plus drôle possible et de gagner en nombre de likes. Exactement. Et à chaque fois, il voit des pépites beaucoup plus cool que les siennes. Je te ratio. Je fais ça, je te rassure, ouais. J'adore ça. Et donc pour en revenir à Leflane, partner meeting, c'est trop cool et tout. Et puis bon, on est aux États-Unis, à New York. Toi, t'es une boîte en Île-de-France. Bon, ok, on aimerait bien faire un co-lead avec un fonds français. Et on a un NOLP, il fait aussi, il a une poche venture. Paul, il n'a pas besoin d'une slide Europe, il a besoin d'une slide France. Exactement, qui s'appelle Quadri. Il est en Île-de-France seulement. Et je vais les voir et ça se passe super bien. Déjà, il y a ses clients la belle vie, donc déjà, c'est efficace. Ça aide. Ils ont vu toute la food tech, ils connaissaient super bien leurs chiffres. C'est une boîte c'est un fonds qui connaît vraiment, c'est un fonds de finance qui est très sérieux. Vous avez vu tout le monde et ils voient nos chiffres, c'est top. Ouais, c'est les meilleurs, quoi. Et puis à partir de là, on est rentré en due deal et puis ça s'est fait assez naturellement. Et aujourd'hui, ils nous accompagnent et puis c'est assez cool. Hein. Leflane, c'est vraiment top. Enfin, ils ont compris en fait que l'entrepreneur, il est là pour créer, il faut le laisser créer. Voilà, en faisant gaffe qu'il fasse pas n'importe quoi. Tous les ans, il y a le CEO Summit de chez Leflane. L'année dernière, c'était au Grand Prix de Formule 1 de Miami. Cette année, c'était un festival techno à Barcelone. Voilà, t'y vas pendant 3-4 jours, tu fais la teuf avec les partenaires et tout. C'est cool, quoi. Voilà, enfin, ils sont là et puis comme ils font très bien le taf et ils ont un track record de malade, voilà, c'est tout. Hein. Mais en vrai, tu choisis le fonds parce qu'il a de l'argent. Parle-moi d'inflation, Paul. L'inflation? T'es content, toi? Est-ce que ça change quelque chose pour toi, l'inflation? Non, mais pour lui, en fait, l'inflation, il augmente ses prix. Je pense pas que tu y perds dans l'inflation. Je sais pas si j'y perds. Peut-être en nombre de nouveaux clients. Voilà, peut-être que ça ralentit. J'ai pas de comparable. On fait encore des nouveaux clients, mais peut-être un peu moins. Ok. L'inflation, ça augmente mathématiquement ton chiffre d'affaires. Voilà, tu vends un produit 15% plus cher. Mais nous, en S1... Oui, mais tes marges, d'un point de vue relatif, restent les mêmes. Bien sûr. Donc, d'un point de vue absolu, elles augmentent. En fait, sur en pourcentage, ça reste les mêmes, mais vu que les prix sont plus importants, ces marges augmentent. Et tout augmente derrière aussi. Hein. T'as l'électricité, t'as tes... Oui, mais tu vas voir, les salaires vont augmenter plus tard. Ouais. Parce que ça a commencé. Hein. Ah oui, parce que commencer par tu vois, on a quand même une population très impactée par l'inflation. Ouais. On a beaucoup d'étudiants qui sont payés sur leur premier job et au SMIC. Le SMIC a augmenté 3 fois, 4 fois déjà. Tu vois. Ouais. Donc en vrai, c'est pareil. L'essence, c'est pareil. Hein. Tu sais, on a des livreurs qui mettent de l'essence. Ça a augmenté. Ils sont, tu vois, on essaie de trouver le juste prix. Donc, mais tu sais, le truc le plus dingue, c'est que l'inflation touche plus les gens de la classe moyenne inférieure. Pourquoi? Parce que sur leur salaire, leur panier de dépenses, t'as 40% de leur panier de dépenses, c'est la bouffe. Or, qui est impacté. Et or, si tu te prends 20% d'inflation sur ce qui représente 40% de ton panier par rapport à ton budget, tu te prends 8% en fait d'augmentation de dépenses. Mais parle-nous des riches qui achètent des Rolex. Ça a augmenté de combien? Mais là, les Rolex. Ou des Patek. Attends, mais les Rolex, ça se casse la gueule, là. En fait, non, en seconde main, mais en first hand, tout le monde a augmenté ses prix. Ah, mais totalement. En fait, les produits luxe et grand luxe, ne sont pas impactés par l'inflation parce que le mec qui est pété de thunes. Non, mais je rigole, bien sûr. Non, mais le mec qui est pété de thunes. Il va acheter moins de Rolex, c'est tout. Ouais, il va acheter moins de Rolex, mais entre payer 12 000 balles et 15 000 balles, pour lui, ça lui change strictement rien. Si tu veux mettre 12 000, tu peux mettre 15 000. Exactement. Sauf que le gars bien qui, sûr, 40%. Qui sont des must-have, c'est pas un nice-to-have. C'est des must-have et ça passe à 48% de ton budget. Ton reste à vivre, il est ridicule après. Il est ridicule. Ouais. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que forcément il y aura des renégociations salariales. Forcément, les gens vont devoir être augmentés. J'espère. Mais t'as vu la courbe, Reza, de augmentation de l'inflation, elle est un peu mécanique parce que du coup, il y a l'impression de cash tous les ans et on connaît le mécanisme, tu vois. Le cash est pas rare, il est en abondance, enfin, il se crée tous les ans. Ouais. Donc en fait, t'as une inflation qui est mécanique, mais d'un point de vue augmentation des salaires, elle suit pas forcément la même courbe. C'est la pire courbe, mec. C'est la courbe de l'augmentation de la valeur créée
Oui. et l'augmentation des salaires. Ouais. Oui, mais attends, À la partir valeur des années créée, 80, c'est à vrai. partir des années 80, tu as une dissociation entre la valeur créée et les salaires distribués. Ouais, ça se détache. Et là, t'arrives en fait dans un gap énorme. Mais peut-être pour expliquer un peu, pour ceux qui comprennent pas, parce que la valeur créée, c'est un peu abstrait. C'est comme si tu disais, nous les humains, on a créé beaucoup de valeur, et on l'a créé tellement, mais on distribue beaucoup moins aux salariés. Non, mais Ok. c'est pas abstrait. Tu regardes le PIB, PNB. Oui, c'est vrai. Mais t'as raison. Mais je pense que la courbe qui est peut-être qui pour moi est plus parlante, c'est de dire que si tu regardes le prix des actifs, le gain du capital, et il monte à une courbe beaucoup plus forte que les gains du salariat. Absolument. Et ça, c'est frappant. Si tu es dans le game plus capital et patrimoine, entre guillemets, via actions, BSPCE, épargne, etc., t'es sur la courbe supérieure. Et la courbe des salaires, elle stagne beaucoup plus, quoi. Mais la seule façon de te protéger dans la vie, quand tu n'es pas dans le game de l'entrepreneuriat ou de l'investissement S'acheter des NFT. professionnel, surtout pas. C'est la pire chose à faire. Mais c'est d'investir. C'est ce que je dis dans mes vidéos d'influenceurs, moi aussi, parce que je te copie, Rassem. J'ai remarqué. C'est la seule façon pour toi de pas trop te faire niquer par ce gap-là. L'Algérie. Algérie, À Paris. Maroc. À Paris. Dans la tech. La Chine aussi, c'est marrant. La Non, je Chine, rigole. la Chine, Il a rien à voir avec la Chine. Il a rien à voir avec la Chine. Mais j'ai raconté un truc, tu couperas si tu veux après. Non, on coupe pas. Là, vraiment, c'est Là, si, full flow. On coupe rien du tout. Jamais. Parce que on peut dire beaucoup de choses. Mais je raconte un truc sur Paul qu'il a peut-être jamais dit on record. Ah, vas-y, on va surtout pas cool. couper. On va surtout pas couper. Faut savoir que Rassem et moi, on se parle toute la journée. Et pour dire des choses très smart. C'est vrai. On commente l'actualité, vraiment la finance. Bien sûr. La théorie de complot. 100% des fois, Attends. ça part en vrille. On rajoute dans la liste théorie du complot. C'est quoi les faux théories? Non mais Paul, et du coup il a des livreurs qui sont dans. Il aime trop mes livreurs. Il parle tout le temps. Mais il a que ça. C'est vrai, j'ai que ça. Donc il a un stock où il stocke ses trucs et les livreurs ils viennent, ils prennent. D'ailleurs je sais pas si c'est eux qui. Non, c'est les préparateurs de commandes. Exactement, préparateurs. Donc je parle des préparateurs cette fois-ci pour changer. Et donc ces préparateurs, à un moment, je sais pas si c'est vrai encore, mais ils posent des questions entre eux, genre comment tu fais pour, machin, etc. Et de temps en temps, il y a un mec qui dit, mais je sais pas, et donc il parle de Paul, il dit demande au chinois. Et en fait, pour ceux ils savent pas que c'est le boss, donc ils disent demande au chinois. Et comme il est tellement humble, mais c'est vrai, il est très humble, il leur parle comme si c'était un collègue normal, et du coup ils disent mais parle au chinois. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Tu l'as jamais dit de celle-là. C'est vrai, j'ai jamais dit celle-là. Des nouveaux collaborateurs, ils font, ouais, va voir le chinois, il va t'aider. Où j'avais reçu des factures de livreurs, tu vois, des factures de prestataires. Il avait écrit la facture du chinois. Non. Je te jure. J'adore. Mais tu vois, donc il y a un sujet quand même qui est hyper intéressant parce que ce club cocktail, un Algérien, un Marocain, Un Vietnamien, c'est vraiment la diversité de l'entrepreneuriat en France. Et aujourd'hui, moi, si on me disait va monter ta boîte aux US, honnêtement, moi, je suis content d'avoir monté ma boîte en France. Je pense que toi il a expérimenté les US, mais moi Non, mais au-delà de ça, en fait, il y a quand même un truc qui est stylé, c'est que malgré le fait qu'on dise ouais, le racisme, machin, et il y a ça à tous les niveaux en fait de la société, mais ça ne bloque pas en fait la capacité de créer de la valeur. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Paul, Rassem. Il y a beaucoup plus de gens comme nous, en fait. Mais oui, bien sûr. Ceux qu'on entend le plus, évidemment, c'est les extrémistes, les racistes, etc. C'est ceux qu'on entend le plus. C'est ça. Mais il y a beaucoup plus de gens comme nous. Ouais. C'est même pas des modérés, c'est des gens normaux. C'est quoi le pire truc enfin, Mais on parle parce qu'en fait, moi, je l'ai ressenti, mais ça ne m'a pas coupé dans mon élan entrepreneurial. C'est quoi le pire truc que t'aies vécu en tant que personne d'origine non française, mais en même temps, en plus toi de la banlieue. Ouais, je me fais encore aujourd'hui recailler de restaurant. Quoi? Ouais, je te jure. Sérieux? Bien sûr. Ça doit être des restos à Paris. qu'on connaît pas, nous. Paris 16e, Paris 7e. J'y vais. Toujours les mêmes. Non. Je te Vas-y, jure. balance les noms. Manco, tout mieux.
Ah, mais Manco, c'est de la merde. Arrête. Je te jure, je rentre. C'est pas possible pour vous, c'est en basket. Ils ont tous des baskets là. Non, vas-y, c'est bon. Ok. Deuxième fois. Non, ça va pas être possible. Bon, alors tous ceux qui écoutent ce truc-là, Manco, c'est nul. Hein. J'y suis déjà allé, c'est nul. Moi, je voulais y aller. Moi. Ouais, faut pas y aller. non, mais faut pas y aller. Moi, je le dis, moi. En fait, j'ai pas honte. En vrai, à un moment donné, je vois bien que j'ai été victime de racisme. Mais bien évidemment. Évidemment, je suis pas con, tu vois. Ouais. Voilà. Mais c'est comme ça. Ouais. Et parfois, ta couleur de C'est peau, fou, tes origines, elle te ramène à ce qu'il y a de plus injuste. Le racisme, tu vois. Tu vois, Racel me connaît, je sur Instagram, perso, etc. Je suis très arrêté extrême, quoi. Parce qu'en fait, le racisme, c'est ce qui est le plus injuste au monde. Bien sûr. C'est-à-dire que tu décides pas de quelle couleur t'es, tu décides pas de quelle origine t'es. Donc ça, tu peux pas le changer. Tu peux devenir riche, tu peux travailler dur, tu vas avoir une belle carrière, une belle voiture, une belle montre, tu peux tout avoir. Une belle femme, etc. Tu peux tout faire quand t'as la volonté. Par contre, ta couleur de peau, tes origines, tu ne peux pas le changer. Il y a un mec qui Et nous ça, a le prouvé racisme. contraire, Michael Jackson. Ouais. Mais Le racisme, tu vois, c'est ce qui est le bien plus sûr. injuste au monde. bien sûr. Et quand aujourd'hui, en France, à Paris, on a créé avec mon associé des milliers d'emplois. Ouais, oui. D'accord? Je suis un fils d'émigré, première génération, j'ai créé des milliers d'emplois. Quand aujourd'hui, encore, il y a des restaurants à Paris qui t'acceptent pas parce que t'es pas accompagné de la bonne personne ou parce que t'as pas la bonne couleur de peau, enfin, je le dis j'étais bien habillé, enfin, tout allait bien, j'avais des réservations, c'est pas possible. Pourquoi? T'avais la raison en plus. T'as pas de chemise. Mais lui, il rentre, il a pas de chemise, lui, en fait. T'avais la raison en plus. J'avais la raison. C'est catastrophique. T'as pas de chemise. Et là, je vois des mecs qui passent sans chemise. Ok. Non, mais c'est du racisme. T'as des baskets. Non, mais c'est du T'as des racisme baskets. pur et Bah, dur. lui, ils ont tous des baskets. Ouais, Ouais. non, mais t'inquiète, vas-y, va jouer ailleurs. Ouais. Comment ça, en fait? Ah, j'ai compris. Tu vois? Oui, t'as compris, allez, hop. Tu vois, en vrai, c'est grave. Voilà, mais tu te sens. Je suis très triste. Tu vois, ça. Parce que quand tu le vis, peut-être plus jeune, tu t'en rends compte après. Mais aujourd'hui, être victime de racisme, avec tout ce qu'on fait aussi pour la société. Je fais partie du FT 120, je représente la France. On a monté une communauté d'investisseurs pour la diversité. Tu vois, je suis au bord du Diversity Days. Je fais en sorte que les gens Et puis aussi, tu vois, tu donnes l'impression aux gens que c'est possible aussi. je donne l'impression que bien c'est sûr. possible. Ouais. J'aime mon pays, la France. Je suis français. J'aime la République. Je vois la force que ça a et toutes les opportunités que ça donne. Quand t'arrives, tu veux juste manger un sushi, on te dit dégage parce qu'en fait t'as pas la bonne couleur de peau. C'est catastrophique. Honnêtement, c'est. Et toi, Donc quoi, c'était pour resto ou pour le cabaret en bas là? Resto, moi j'aurais bien voulu faire le cabaret. Pouvez-je tout changer, m'inviter 1 an gratis? Non, je vendrai pas, j'irai plus jamais. Le cabaret, c'est quelque chose. Voilà. Je sais pas si. et dans le business, t'as déjà senti ça ou jamais? C'est dur de le savoir, ça. C'est dur de le savoir. Moi, je le sais, mais ouais moi, non, j'ai déjà vécu. Vas-y. C'est des trucs. Enfin, clairement, ça se sent difficilement, mais C'est une interprétation. c'est pas une interprétation. Je pense que c'est la réalité de un truc. Tu vois, c'est le paternalisme que j'ai pu ressentir. En gros, on te fait faire des choses juste pour montrer qu'ils ont une emprise sur toi en tant que. Ah ouais. Ouais. C'est quoi, Et- des partenaires, des prestataires, des... Non, c'était au tout début. Vraiment, c'était au tout début. J'étais dans un incubateur et j'ai senti ce truc-là de lui, j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie de bien le faire chier, bien comme il faut. Ah ok. Tu vois, et finalement je me suis barré et je suis venu à Paris et en fait à Paris je l'ai beaucoup moins ressenti. À Paris je l'ai beaucoup moins ressenti que à Lyon ou autre, mais Peut-être à Paris, il y a une présence beaucoup plus forte de gens issus de diversité. Et donc Bien non mais il y a un ça esprit crée une habitude, il y quoi. a un esprit qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus Ouais. enfin tu vois enfin Plus business friendly. dans le business à Paris j'ai pas du tout ressenti ce sujet-là vraiment. C'est une good news, ça s'améliore. Mais moi je sais pas pour toi Non, je l'ai pas senti. J'ai pas dans le business, j'ai pas senti de racisme. Mais tu peux sentir aussi. Là, ce qu'on sent, c'est sûr, c'est une différence de terroir. ouais Et je dis terroir parce qu'en vrai, ouais. terroir des cités, mais c'est un mec de Toulouse, un mec de Biarritz, quand il vient à Paris et monter une start-up, il y a quelque chose, tu vois. Bien sûr. Et les gens, ils se reconnaissent. Et tu le vois bien dans l'écosystème
je mets les pieds dans le plat direct, hein, comme ça. Vas-y. Dans l'écosystème tech, bah, on reproche souvent que c'est un entre-soi. Mais en vrai, c'est pas grave, en fait. Parce que tu commences déjà à monter quelque chose avec les gens qui te ressemblent. Bien sûr. Mais il faut faire preuve d'ouverture et de diversité. Donc là, ils en sont là. C'est pas, il y a eu un petit scandale. C'était pas la photo de la team de Alan où il y avait que des white people, je crois. Et encore, moi, il y avait eu un petit truc, un petit backlash il y a un petit truc parce sur que LinkedIn ou un truc comme ça. sur Les gens LinkedIn, commentaient en mode. Mais c'est normal en fait. C'est normal en fait. Parce que tu recrutes quelqu'un qui te ressemble. Mais bien sûr, mais tu crois qu'en fait c'est pas grave en fait. Tu crois que les mecs qui ont monté au tacos, ils ont fait ça avec des Versaillais? Non mais c'est pas grave. Tu recrutes directement avec ton propre réseau. Mais moi, je à un suis moment donné, totalement d'accord avec voilà, ça. Moi, c'est pas aujourd'hui, grave. quand je recrute des développeurs, moi, je suis très content de recruter des mecs qui ont fait l'INSA Lyon. Pourquoi? Parce que c'est des gens, je connais leur formation. Le sectaire. Je sais. C'était sectaire, toi. Non, je suis pas sectaire. Mafia. Je sais comment ils travaillent, je sais comment ils ont été formés. Et je sais ils sont que... bien, INSA. Non, mais c'est sûr. ils sont top. Et c'est surtout que, au-delà du fait qu'ils soient top, je connais leur formation. Donc en fait, je me pose pas la question. Il y a le filtre qui a déjà été fait. Oui, mais quand tu. Mais ça c'est réfléchi un peu. C'est réfléchi, mais c'est aussi quelque chose qu'on reproche aussi très fortement à notre écosystème. Ouais. C'est-à-dire, tu vas créer un fonds d'investissement pour ton école, tu vas t'as raison. avoir un peu plus Le côté mafia des écoles. d'affinité avec telle personne de tel arrondissement, de telle école, de tel cursus, etc. Enfin, il y a des mafias, et j'en citerai pas, et en vrai, mafia dans le bon terme, hein, c'est des gens qui se connaissent depuis le lycée, quoi. C'est ça. Et ils sont montés, ils sont multimillionnaires. Et là, ils sont multimillionnaires. Il y a magnifique. Moi, j'ai envie de mettre mon fils là-dedans, moi. Non, mais attends, mais il y a une métrique qui dit Change sa maternelle, change son primaire. tous les énarques viennent de 6 écoles maternelles ou de 3 écoles maternelles. Ils viennent quand tous, j'étais en fait de la même école. Même mère. Quand j'étais à Cambridge, je me rappelle, il y avait un site de rencontre. C'était incroyable. C'est un site hyper moche. Et c'était un site de rencontre que pour les élèves de Cambridge et Oxford. Et en fait, si tu voulais dater quelqu'un de cette catégorie-là, ils avaient fait un site pour ça. Ils te donnent une adresse mail Cambridge. Mais tu vois, ils sélectionnent par adresse mail. Et donc c'est l'entre-soi, dès le mariage, avant la maternelle. L'entre-soi où je trouve pas grave, en fait. Tu vois, c'est comme un club. Ouais. C'est comme un club et tu gardes le truc très sélectif pour le monter en prestige. C'est pas grave. Mais à un moment donné, il faut savoir montrer une certaine ouverture. Et surtout quand tu emploies des mots forts, tu vois. C'est comme France. Tu vois. À un moment donné, la France, c'est la France. Donc ça, c'est important. Et quand j'ai été à la cérémonie du Next 40, du FT 120 à l'Élysée, ben, Emmanuel Macron, le président, il finit, pour les gens que ça n'allait pas, il finit quand même son discours par « J'aimerais que la tech française ressemble à la France que je vois tous les jours ». Voilà. C'est le président qui le dit, c'est pas moi. Voilà. C'est vrai. Mais il y a un travail à faire. Et c'est pour ça que des gens qui ont réussi dans la tech, toi, moi, réussi entre guillemets, si on peut faire un peu de give back en essayant d'accélérer l'ascenseur social pour certaines personnes qui ont le même background que nous, pas facile, faut le faire. T'avais fait French Tech Tremplin ? Non, c'est venu après. French Tech Tremplin, c'était 2019, 2020, je crois. Monté la boîte en 2015, ma première startup, c'était en 2013. Non, mais est-ce que toi, t'as accompagné des gens chez... Bien sûr. Demain, tu vois, je donne 1 heure de mon temps aux Diversity Days et des entrepreneurs. C'est cool. Je le fais tout le temps. Dynamique emploi à Évry, c'est nulle part, en fait. Les gens qui me voient le lundi matin à 8h pour donner des conseils à des gamins, ils savent même pas ce que c'est une boîte ou une start-up. Ils savent même pas ce que je fais dans la vie. Mais oui. Mais tu vois, mais tu sais, tu sais, enfin, les gens quand même doivent se rendre compte d'un truc, c'est que le gouvernement est à l'écoute de ce genre de choses. Tu sais, en 2013, on était très peu d'entrepreneurs étrangers en France, entrepreneurs genre dans la tech, etc. Et ils nous ont convoqués pour nous demander, c'était quoi les trucs qu'il fallait qu'on change, fallait qu'ils changent. Donc il y avait qui ? Il y avait moi, il y avait Roxane Varza, que tout le monde connaît, qui est la directrice de Station F. Il y avait Arbia, que tu connais aussi, qui est dans le Galion. T'es dans le Galion aussi, je crois, non, pas ? Non ? Ouais, à côté.
Ouais. À côté. Non, j'y étais, je suis. Ouais. Enfin, j'aime beaucoup. Il y avait qui d'autre? Il y avait Meryl à l'époque de. Je me souviens plus sa boîte en fait, mais bref, on était plein d'entrepreneurs étrangers et il y avait le ministère Des étrangers. ministère de l'intérieur et il y avait le ministère de Intérieur. l'économie. Ouais, Intérieur. Il y avait le ministère de l'intérieur, le ministère de l'économie en face de nous. C'est un flic. C'est pas une blague. C'est Pour vous arrêter. C'est pas une blague. Ils avaient prévu les mêmes notes. En fait, ils nous ont demandé notre titre de séjour avant de rentrer. C'était 2013. Ah, le signal est fort. C'était vrai. Bref, non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y avait le ministère de C'est l'intérieur. quoi son Les rôle keufs, dans... quand même. Hein? Il y avait des C'est bien. keufs. Il y avait bien sûr qu'il y avait des keufs. Au cas où. On était au ministère, on était à Bercy. Bref, ils nous posent une question. Ils nous disent, c'est quoi le truc le plus dur que vous avez rencontré en tant qu'entrepreneur étranger en France? On a tous levé la main, on a dit titre de séjour. Parce que tu sais qu'à l'époque, C'est vrai. pour avoir ton titre de séjour en tant qu'étranger, entrepreneur, Ouais. c'est ce qu'il fallait. Non mais déjà, moi je l'ai fait à Lyon. Une femme. C'est le préfet. Fallait- Attends, non, c'est le préfet qui m'a fait le truc. Et j'avais un titre commerçant, mon pote. Commerçant. J'ouvrais une épicerie. Non, mais commerçant, ça montre que la terminologie en France, Ouais. c'est pour ceux qui font du business, c'est Ouais. commerce. Ouais. Ouais. Et Ouais, donc, c'est commerçant. Je t'assure, C'est pas c'était. d'autres catégories. J'ai eu un titre Parce de que séjour. entrepreneur, c'est le bâtiment. Donc, commerce, c'est le truc le plus générique qui existe pour dire business. Ouais. C'est fou, hein. Non, mais c'est ouf. C'est la big picture. Attends. Commerçant. C'est le endgame de ce qu'on fait. Commerçant que tu dois renouveler tous les ans. Tu dois te pointer à la préfecture à 4h du mat pour passer à ton rendez-vous. Et comme en fait, en plus, quand tu passes ton process à la préfecture, ça prend 4 mois. Donc en fait, c'est pas tous les ans, Ta c'est tous femme, les elle est 8 mois. française, elle était française, ta femme. Non, elle est marocaine. Mais attends. Mais c'est long quand même de faire un Les truc. piégés, Il a regardé la caméra pendant qu'il parlait. Mais Non, le marocain. Et tu sais ce qui s'est passé après ce meeting-là? 9 mois plus tard, ils ont créé le passeport talent. Mais c'est cool. Mais passeport talent, truc de ouf. En gros, t'arrives, t'es dans la tech, tu fais un truc innovant, t'es financé par un investisseur, t'es financé par la BPI. Ton titre de séjour, tu l'as en 2 semaines. J'ai pas la BPI, moi. T'as pas de quoi? C'est quoi BPI? Par contre, passeport talent, figure-toi qu'il s'applique à tout le monde, Ouais, je sais. sauf, pour des raisons techniques soi-disant, aux Algériens. Mais tu sais pourquoi? Parce que les Algériens, ils ont Non, franchement. les accords les plus tight, favorables. C'est Alors, vrai, tu sais, c'est t'es vrai. algérien, C'est vrai. tu te pointes, tu C'est arrives vrai. en barque. Ça va, c'est vrai. T'es algérien, t'arrives en barque à 7. Tu dis hello, Tu dis hello, je suis algérien, il te donne un titre de séjour de 5 ans. qui s'appelle titre de séjour algérien. Je sais. C'est un truc spécial. Je sais, il y a un truc spécial, les Les Algériens. accords d'avion, c'est les Ouais, accords de... exactement. Les Algériens ont un titre de séjour très spécial. Tu as juste besoin d'être Mais ils sont à algérien l'écoute. et d'avoir mis le pied en France et tu peux avoir le titre de séjour que tu veux. C'est cool. Ouais. Donc, ils veulent pas le changer. Du côté algérien, ils veulent pas le Bien changer. évidemment, ils ont aucun intérêt. Bien sûr. Aucun intérêt. Mais tout ça pour dire que ils sont à l'écoute d'initiatives, c'est sûr. Mais il y a ce que le gouvernement fait, et puis il y a le mindset de l'écosystème, l'état d'esprit, parce qu'on parle beaucoup en franglais. Et maintenant que je fais des vidéos, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas forcément Ce que tu notre dis, ouais. franglais, ouais. Ouais. Mais tu vois l'état d'esprit qu'il y a dans le système, dans le milieu. C'est ça qui doit aussi changer. C'est pas juste les initiatives. Ils vous ont ramené ministre de l'Intérieur, donc il y a plus deep que juste, plus profond que juste les lois ou des initiatives. Même si passeport talent est ouf, ça nous permet nous aussi entrepreneurs de ramener des talents en dehors de parce qu'il faut le C'est dire, clair. il y a une bataille. Bien Parce que sûr. beaucoup de gens disent ouais les étrangers en France, non. Il y a une bataille, la guerre des talents, c'est un vrai truc. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'ingénieurs pour tout le monde. Et si la France veut rester leader dans l'innovation, s'il veut devenir leader dans l'innovation tech et dans d'autres innovations, il faut qu'il y ait des ingénieurs, quoi. Et tu ne peux pas, l'INSA, ça suffit pas. On se bat tous pour avoir les mecs de l'INSA, on se bat tous pour avoir les mecs de l'Epitech, etc. Il y en a pas assez. Paul l'a compris. Il a des techs un peu partout dans le monde. Nous, on essaie parfois de recruter des talents qui sont de l'étranger. On a ramené, c'est moins populaire aujourd'hui, mais de la Russie. On a ramené de Tunisie, on a ramené de Maroc. Donc Algérie bien sûr, mais sans talent, sans le passeport talent. Mais c'est un très très bon truc. C'est pas que pour l'entrepreneuriat ce passeport talent. C'est pour que nous on puisse recruter des mecs de l'étranger facilement en fait. Tu vois. Bien sûr. Il a été vraiment élargi à tous les profils ultra qualifiés qui sont payés plus de 40K je crois. Ouais, il y a une limite. Il faut 40K. Ouais. Mais c'est clair que on a une force, c'est que les gens veulent vivre en France.
les cerveaux qu'il y a. L'Allemagne. Voyager un peu pour comprendre qu'on a un pays magnifique. Non, tu parles de ceux qui sont en France, il faut qu'ils voyagent pour savoir, mais je parle de ceux qui sont à l'étranger, ils savent déjà que c'est un pays magnifique. Et ce qui est dingue, c'est que l'Allemagne essaie de faire pareil et personne ne veut aller en Allemagne. Un mec qui veut parler allemand. Qui veut vivre dans ce climat. Et du coup, je sais que tu vois, les Allemands, par exemple, pour les médecins, ils ont fait un truc parce qu'ils ont un manque de médecins. Ils ont fait un truc où si tu parles allemand et que tu as un diplôme de médecin de n'importe quel pays, tu deviens médecin allemand. Donc tu gagnes très bien en tant que médecin allemand, t'as la belle vie, t'as tout ce que tu veux. Et en fait, les gens, ils commencent à essayer d'apprendre allemand. Après, ils décrochent. Ils disent, vas-y, je passe le concours français, c'est très dur, mais je le passe quand même, tu vois. Payer le SMIC en interne dans un hôpital en France que d'apprendre l'allemand. C'est ouf, hein. Ouais, c'est chaud, l'allemand. Et tu vois, la francophonie et tout, il faut, c'est un levier, quoi. Bah, c'est clair. Donc, il faut pas qu'il y ait de freins dus à racisme, tout le discours qu'on entend tout le temps. C'est anxiogène aujourd'hui le discours qui hyper anxiogène. C'est l'image que ça donne. Ceux qui regardent la télé française de l'extérieur, ils se disent qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'apprends allemand. Vas-y, sors le livre d'allemand là. C'est ça le problème. Mais c'est pas une blague. Moi, j'ai plein de potes qui sont rentrés au Maroc et qui me disent qu'est-ce que tu fais encore en France? En fait, ils vont à Dubaï. Aujourd'hui, ils vont à Dubaï. Ouais, les gens vont à Dubaï. Les gens. On sait pas encore ça, mais en France, il y a une fuite vers Dubaï. Ouais, il y a une fuite vers Dubaï. Bon, maintenant, Dubaï, ils viennent de mettre les impôts à 8%. Est-ce qu'ils vont rester? Ouais. Non mais 8%. 8%. T'avais une fuite qui était due aux impôts, ça c'est normal. Ouais. Qui allait là-bas pour autre chose que les impôts? Ça n'existait pas. Ouais. Mais Dubaï est passé à un autre level aujourd'hui dans la qualité de vie. Les salaires sont toujours très élevés là-bas. Il y a un écosystème un peu plus ouvert peut-être. Donc les gens qui disent que c'est trop anxiogène considèrent très sérieusement Dubaï, alors que c'est loin, il fait chaud, et considèrent aussi Canada parfois. Et donc moi j'attire l'attention parce que c'est ouf que on jette un atout aussi gros qu'on a en France pour des discours médiatiques qui, je sais pas à quoi ils servent en fait, tu vois. Non mais faut garder ses talents et plus ramener encore plus vers la France en fait, tu vois. Ouais. Et nous on le sent en tant qu'acteurs mais à notre échelle, mais t'imagines tous les entrepreneurs qui doivent ressentir au Maroc, tu sais qu'il y a des gens qui vont faire des conférences, des SS2I. Ils font une conférence, ils ramènent genre 2000 étudiants et ils disent les gars, vous voulez venir en France? Et les mecs disent non mais ça va, on a des salaires cool et tout. Ouais mais vous avez pas la sécurité sociale. Venez, vos enfants seront inscrits dans les écoles. Et en fait, ils les attirent plus par le salaire, ils attirent par d'autres atouts. Mais l'entrepreneur français qui va faire des conférences comme ça, c'est pas un petit, c'est des gros, tu vois, c'est genre Atos, des gros trucs. Ça veut dire qu'ils ont un manque énorme. S'ils vont dépenser, s'ils vont sur place physiquement. C'est une fuite organisée, ça, tu vois. Et derrière, mais tu sais qu'il y a eu un vrai truc diplomatique entre la France et le Maroc sur ces trucs-là. Ouais. Parce que bon, enfin, je sais pas si tu sais, mais moi, j'ai contribué à lancer un fonds d'investissement au Maroc pour financer les startups marocaines. Je savais pas. Et les startups, tu savais pas? Non. 212 founders. On met des tickets entre 300 et 600 000 euros dans des startups qui sont montées par la diaspora marocaine. Et au début, on a commencé en finançant des... J'ai des origines. J'ai mis 400 000 chez toi. Ah ouais? Ah, gros BA. Tu reçois le reporting ou pas? Écoute, je l'ai reçu il y a pas longtemps. C'est sur WhatsApp, mec. Je dis, mec, je fais plus 7%. Tu m'envoies pas le reporting, je mets ton email en public à tous. Et il sait que je bosse comme un ouf. Ouais, il bosse comme un ouf. Voilà. Franchement, de tous tes founders, je pense que je suis le top 1 des bosseurs. Ouais. Et là, il fait tout le portfolio ado. Ouais. Ça me rassure de savoir que Paul n'envoie pas de reporting, parce que moi, j'envoie pas de reporting au BA. Si, j'en envoie encore. Ah, t'en envoies? Si, bien sûr. Il en envoie tout le temps. C'est juste que moi, je lui ai demandé de le faire d'une façon particulière. Ah, exigeant. Ouais, exigeant. Un peu exigeant, mais vraiment, il a fait le taf. Donc, chaque BA qui veut me parler, je l'appelle dans la journée et je le débrief. Non, il est top. Et en détail. Ah, rien à dire. Bah, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, prenez exemple sur Paul. Vraiment top. Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a eu un petit conflit diplomatique entre la France et le Maroc parce que on se rendait compte que tous nos devs quitter le Maroc pour aller bosser dans des SS2I en France. Il y avait plus de talent au Maroc. Et du coup, en fait, limite, on bloquait les entrées des recruteurs d'Atos. Après, il reste 3 ans et ils sont à Dubaï après. C'est ça. Et ils deviennent freelance à Dubaï. Ouais. Avec la clique de Dubaï, avec les influenceurs. Et ils développent des NFT. Raconte-nous tes NFT Shiba, Paul. Mais Parlons inflation. Non mais attends, ça va durer 2 minutes les NFT. J'ai une collection NFT. Donc ah oui, ça va, NFT, ça on peut parler de ça. Voilà, j'ai une collection NFT. C'est pas un Ponzi. C'est pas un Ponzi, voilà.
chaque euro versé, j'achète des croquettes et je vais les donner à l'ASPA de C'est trop mon chien. brillant. Voilà. C'est tout. Et preuve à la pluie, il envoie une photo Ouais. des croquettes déposées. Dis le nom, Paul. L'ASPA d'Evry. Voilà. Non, le nom de ta collection. Bah oui, que les gens aillent acheter Il mes l'a oublié. NFT. Oh, mais j'ai oublié. pump mes NFT parce que là, moi, j'en En fait, je suis tellement hors NFT en fait, c'est une période T'as fait noire. un déni, t'as c'est fait une un période noire de... C'est quoi les NFT que t'as acheté? C'est quoi les NFT que t'as acheté? Alors là, Ça, on coupe. alors là, Non, on non. va couper. Ah, vas-y, dis-moi. On va sortir le plus gros dossier entre Rassem et moi pour vous dire quand même. En off, en off. Je suis un ami. En off. Le plus beau NFT que j'ai eu, je parle au passé parce que je ne l'ai plus. Et on l'avait acheté vraiment bas. On avait un club On avait avec un club. Paul Ouais, d'achat, Buyers Club Ouais. de NFT. ouais. C'était pour l'art. Ah, bien sûr, pour l'art. It's for the art. Et on a acheté On a fait quelques jolis coups d'achat-vente dont un pingouin. et Pudgy. dont un ping, un Pudgy. Ah, ils ont bien. Ah, mais ils sont super stables là. Mais on l'a acheté très bas. Ouais. Et là, ça Et va encore ils sont 5 éthers. foutus de ma gueule parce que je l'avais acheté à l'époque, tu vois. Ils sont foutus de ma gueule. Et voilà, fin de l'histoire. Ah non, Fin non. d'histoire. On l'a acheté, on l'a tellement aimé, on s'en est fait des pulls. Oui, c'est vrai. C'est On vrai. a imprimé des pulls Voilà. et on, On a a tous un appelé pull notre Ping- club d'investissement NFT le Pudgy Club. Ok, ça faut le dire. Pingu. Pingu Club. Pingu. On avait aussi nommé notre NFT, on l'aimait tellement, parce qu'on s'en faisait tellement de blé avec, on était tellement heureux de l'avoir, on l'avait Pingu, tu vois. Et on a plein de monde qui ont Pingu. voulu rejoindre le club. Exactement. Qui, pour acheter avec nous des NFT. Voilà. Et un jour, ce NFT-là, je me connecte, je fais, il est plus là. Tu t'es fait hacker ton wallet. On s'est Non, fait non, hacker. dis pas dessus. On s'est fait hacker, ouais. On s'est fait hacker. Mais il n'y avait pas que le Pingu. Ouais. Il y en on avait plein d'autres. Oh là Il y en là. avait pour Qui a 25 000 $. Qui a fait la Ne connerie? dis pas le prix. C'est À indécent. l'époque, là, ça vaudrait peut-être un peu plus. Ça, en fait, oui, je pense que on avait tellement bien choisi que même après le beer market, notre Ouais. portefeuille aurait été Ouais. au conditionnel. Mais merde, qui a merdé Quelqu'un. d'entre vous? En fait, j'ai un ami entrepreneur dans le légal. Je dirais pas qui c'est. D'accord? Faut pas dire les noms. On a dit pas les noms. Ok. Ok, je vois absolument pas qui c'est. Il s'est fait hacker son wallet. son wallet parce qu'il avait mis sa seed phrase quelque part où on Quelque pouvait part. la lire. Il s'est fait hacker ça. Et c'est ouf, hein, parce que en vrai, c'est du vrai C'est beau parti. hacking, tu vois. Bah, c'est parti J'ai super respecté le hacker. Je fais waouh, C'est trop avancé comme truc. c'est beau, hein. Ouais. Tu l'as mis où ta suite phrase? Ah, je dirais pas. Si. Je dirais pas pour des raisons de sécurité. Bah oui. Mais non, mais aide les gens on à pas est faire la ciblés. même connerie. On sait jamais, je peux refaire la même connerie. Je peux refaire. On a perdu comme ça 25 000 $. Mais ils sont où? En plus, je fais, ils sont où? Et là, c'est ils sont chez quelqu'un. Merde. Ouais. Ouais. On l'a suivi en plus On après, l'a de suivi. wallet au wallet. Ouais. Parce que c'est transparent. Et puis après, on s'est plaint sur c'était sur OpenSea, OpenSea. sur Twitter, etc. Et derrière, on voulait encore nous arnaquer. Ouais, salut, je suis ingénieur, je suis OpenSea et tout. Viens, je vais t'aider. Passe-moi ta seed phrase, machin. Et là, Les ils mecs, disent comme ça. y a plus rien dedans. Qu'est-ce que tu veux faire avec ma Déjà, ils seed veulent phrase? nous aider et on cherchait de l'aide et on se fait aider par des hackers, quoi. À chaque fois, et putain, les mecs sont forts. Et ils avaient créé des vrais profils d'ingénieurs OpenSea. Ça, c'est bien C'est fait. de support client. Super bien. Ouais, Même ouais. leur, t'as l'impression, c'est le logo, c'est hyper bien Ouais, fait. c'est Sur super bien Telegram, fait, ouais. sur, Donc on a fait. c'est la jungle, ce truc-là. Non, mais c'est le problème aujourd'hui dans le Web 3, c'est ça en fait, c'est que t'as des gens qui arrivent, qui rentrent. C'est son sujet, le Web 3. Et non mais bien sûr, et ils se font dégommer par des hackers. En fait, l'expérience utilisateur, c'est la pire chose qui existe dans le Web 3. Ouais. Parce que c'est hyper Trop de tech. friction. Bah, trop de friction. Non, Énormément de non, il y friction. avait un autre problème, c'est que comme c'était un truc de club, c'était partagé. Oui. Donc en fait, on avait plein de wallets et en fait, il fallait, quand t'as tes bitcoins quelque part, tu fais un peu gaffe, tu vois, tu l'écris, par exemple, ou tu fais des trucs un peu de hacker, quoi. Mais tu sais, t'as Et quand des, t'as- tu sais, t'as des trucs en style, en métal, où tu fais tes Oui, mots, oui, oui, machin, on a des potes qui ont fait et ça. tu les mets, mais Tu attends, mets dans mais la tout le banque, monde- en coffre, bien sûr. Mais tu mets pas tout dans le même coffre, tu dispatches et tu fais en sorte d'avoir ça. En fait, au début, on en avait très peu. On achetait des NFT à 1 Ethereum, on vendait à 2, tu vois. On faisait des petits trucs. Ensuite, ça a grossi. Et ensuite, on a eu d'autres personnes qui sont venues, donc on l'a acheté. Et petit à petit, on a eu confiance dans notre flair parce qu'on s'est dit, putain, mais genre, on a découvert ça à 0,5 ETH. Maintenant, Ouais. c'est 5 Ethereum, 10. Et du coup, il n'y a pas eu on n'avait pas de compliance, quoi. On n'avait pas d'équipe Oui, mais- sécurité. y a pas de conformité, pas de. On a tout perdu. Ah, ça va.
Voilà. On a perdu ce qui était en commun. Et Paul avait des trucs à côté. J'ai tout vendu, j'ai tout, ça a tout ça fait, en fait, T'avais des singes ou pas? NFT, en fait. T'avais des singes ou pas? Jamais eu, non, c'était trop cher. Il y avait des singes Solana. Solana, ouais. Comment ça s'appelle ça? Les Dejan, ouais. Oh là là là. Ça, on n'a pas perdu. Je regarde même plus. Ça, tu vois, j'avais plus savoir, je regarde plus. Il y a un trauma. Ouais, attends, mais les NFT. Ouais, Bitcoin, regarde, il y a un rallye là. Ça remonte. Ça remonte. Qu'est-ce qu'ils ont dit, notre expert finance? Pour les mauvaises raisons. Pourquoi les mauvaises raisons? C'est de la guerre quand même. Tu vois, les gens ils planquent leur argent. Non, c'est pas ça. Tu as l'ETF spot Bitcoin que tout le monde essaie de déposer là. T'as BlackRock, Ark Invest, Vanguard, Vanek. Minute Dubaï. J'achète Bitcoin ou pas? Tous ces grands financiers. Maintenant, t'as Larry Fink quand même, le patron de BlackRock, qui est passé à CNBC, qui a dit, c'est normal, Bitcoin c'est la valeur, c'est la vraie valeur. What? Je te jure qu'il a dit ça. Attends juste. Mec, il a dit ça. Tous les actifs descendent là. Tout est en chute. Ouais. On est d'accord. Ouais. Depuis les 5% d'augmentation. Mais tu sais pourquoi? Je t'avais expliqué pourquoi. L'augmentation des taux d'intérêt. Non, toi tu m'as dit ils vont arrêter de vendre les taux d'intérêt. Mais non, mais ils ont arrêté là. Ça fait depuis 34 500 le Bitcoin. Ça fait depuis août. Ça fait depuis août qu'ils n'ont pas augmenté les taux d'intérêt parce qu'ils ont quand même bien augmenté. Mais du coup là, on arrive à une situation où on n'a plus confiance dans les rendements des actifs type stock et on a confiance plutôt dans les valeurs refuges. Et c'est un des trucs. L'or, le Bitcoin est devenu une valeur refuge. Aujourd'hui, quand BlackRock, t'as Larry Fink. Ça, c'est le gros switch qui existe. Non, mais c'est un switch de ouf. C'est l'or numérique. Et donc, en fait, les gens te disent. Je pense que c'est un début de bull run. Je pense que ce sera pas un bull run comme tous les autres bull runs. Je pense qu'il va y avoir un bull run qui va être temporaire et qui va taper très fort. Et après, ça va faire comme ça. Ce qui va se passer avec le Bitcoin, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'or quand il y a les premiers ETF or qui sont sortis. C'est quelle année ça? ETF or? C'est les contrats futurs. C'est dans les années 90, 80. Ah, c'est aussi récent que ça? Ah oui, les contrats futurs sur les métaux précieux. En fait, les métaux précieux sont fortement manipulés. Ils avaient pas d'ETF pour l'or avant? C'est ouf. Déjà, ils achetaient de l'or. Non, c'est des trucs OTC, c'est les trading desks de commodities. Okay. En fait, les commodities, c'est des trucs qui sont pas régulés. Et donc, il y a beaucoup de manipulations sur les marchés. L'or papier, c'est un or qui est négocié. Donc, en fait, quand les gens achètent de l'or, ils n'achètent pas vraiment de l'or. Ils achètent, en fait, des contrats futurs d'achat d'or. Et le problème, sur ce type de produit, c'est que ce qui va se passer, et en gros, quand les premiers ETF spot Bitcoin vont sortir, ça va exploser le cours. Exploser le cours. Après, en fonction de comment le retail qui a du vrai Bitcoin va se comporter, ils vont vendre, machin, et puis du coup, ça va le corriger un petit peu, et puis on va voir ce qui va se passer. Ou ils vont rentrer dans un FOMO. Et après, tu vas avoir une stabilité. Pourquoi? Parce que le volume, il va switcher du vrai actif sous-jacent à la valeur papier. Et donc, en fait, le volume, les achats-ventes vont se faire sur les ETF spot, et non pas sur le Bitcoin sous-jacent. Donc le Bitcoin va perdre sa part de valeur qui est obtenue par la vélocité, à savoir les échanges entre de vrais Bitcoin. Et ça va, en fait, c'est les brokers qui vont gagner de l'argent avec les fees qu'ils vont prendre en achetant et vendant des ETF spot Bitcoin. Donc il y a un côté positif court terme, mais sur le long terme, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Bitcoin. Parce que le vrai argent qui est l'argent des instituts, il va pas aller dans le Bitcoin, il va aller dans du papier qui représente. Ils vont rentrer dans le game. Ils vont rentrer dans le game. Donc ils vont nous augmenter le prix du Bitcoin, c'est sûr. Oui, c'est sûr et certain. Parce que ceux qui pouvaient pas allouer une partie du capital de leur fonds sur du BTC, sur le Bitcoin, maintenant ils vont enfin pouvoir le faire. Absolument, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir. Nous, on parle beaucoup aux instituts qui veulent se positionner sur le Bitcoin, mais qui ne peuvent pas. Techniquement, ils peuvent pas. Pourquoi ils peuvent pas? Parce que il te faut des actifs avec des codes ISIN. Code ISIN, c'est comme un numéro de série qui représente un produit financier à l'échelle internationale. Et s'ils n'ont pas de code ISIN, ils peuvent pas le mettre sur un compte titre. Donc les investisseurs qui investissent et qui mettent des actifs dans des comptes titres ont besoin d'un code ISIN. Les ETF spot Bitcoin vont avoir ce qu'on appelle le code ISIN. Et du coup, donc tu auras le droit en tant que gestionnaire de placer une partie. Absolument. Tu pourras te dire, maintenant je mets 0,5% ou 1% de mon portefeuille sur du Bitcoin. Boum, ça va chez BlackRock et eux. Mais il est sorti cet ETF ou pas encore? Il est pas encore sorti. Il est pas encore sorti. Et donc en fait, c'est toute la spéculation qui fait que oui, ça mais augmente. par contre, il y a plein de petits trucs là qui sortent. On a vu le ticker IBTC. Ah, il y a du teasing là. C'est ça le truc. Tu sais, ils ont vu, en fait, ce qui a entraîné le premier pump, c'est une fake announcement de Cointelegraph qui ont dit c'est bon, il a été approuvé, machin, et du coup, boum, la rumeur qui fait le prix. Il y a eu la rumeur.
Et après, ils ont annulé, ils ont dit, bah non, finalement, non, c'est pas vrai. Et du coup, c'est retombé. Et là, il y a plein de petits trucs qui arrivent, là. Sur Nasdaq, ils ont montré que le ticker, ça allait être IBTC. Donc, il y a pas mal de choses qui commencent à pousser les gens. On va relancer le club NFT, je pense, hein. Il est pas mort, il est juste passé, on l'a renommé en intelligence artificielle. Oui, on l'a renommé sur la hype du moment. Toujours sur la hype. Lequel d'entre vous a investi dans une boîte d'intelligence artificielle, là? Non? Bah, si. Toi? Ouais. Écoute, j'ai proposé un dossier à Paul et il m'a dit next. Il m'a dit je connais pas la cité du mec. C'est vrai? Non, sérieux? Ah, je te jure. Le mec a Félix, il m'a dit c'est trop high-end. Nous on veut des mecs qui n'ont pas Félix. Non, je suis honnête avec ma nouvelle thèse. C'est-à-dire que j'ai investi dans une 30aine de boîtes. Voilà, et j'en suis très content, mon portefeuille, dont Legal Place. Ah, tu vois. IA. Bientôt IA. Bientôt IA. Ah, bientôt, il y a. Hein? Non, déjà en prod. Voilà. En prod. Et en vrai, bon, 99,9% de mon patrimoine, c'est la belle vie. Voilà. Comme nous tous. Donc pourquoi j'investis? C'est pas pour changer ma vie, quoi. C'est pour aider. Bien sûr. Voilà. Ouais. En start-up. Donc autant le faire avec une thèse précise. Et c'est une thèse grande gueule, c'est-à-dire que j'investis dans les hommes et les femmes qui viennent des cités, voilà, des banlieues, qui n'ont pas de réseau, qui ont des grands rêves, mais qui savent grinder, c'est-à-dire c'est des bons vendeurs, et ils savent aller chercher l'argent, mais ils ont besoin de cette technique pour arriver dans l'écosystème tech et de ce réseau-là. C'est ce qu'on leur apporte. Voilà. Ça, bien. c'est ma thèse aujourd'hui. Non, c'est une bonne thèse. C'est ma thèse. C'est une super Voilà. thèse. Par contre, il y a du C'est taf. engagé. Il y a du taf. C'est une thèse engagée. Et de toute façon, moi, j'aime être engagé. Hein, tu me connais. Je fais du rugby. Moi, quand je vais dans une mêlée, c'est pour pousser, quoi. Voilà. C'est beau ou pas? Et, Magnifique. et cette thèse-là, je l'assume. Et quand tu viens quand t'as fait Polytechnique, quand t'as fait HEC, etc., t'as un peu plus de chances de lever des fonds. T'es pas sûr à 100%. T'es dans les Déjà, sur les radars. t'as un réseau. T'as le réseau HEC, Polytechnique. Déjà, les gens, ils regardent un peu plus ton dossier. Mais les dossiers que je vais chercher, moi, personne ne les regarde. Personne. Voilà. Donc, il y a du travail. C'est de l'accompagnement, du mentorat, etc. Et tu regardes le fondeur ou la fondeur, si elle l'écoute, si son projet, il avance, et dans le bon sens. En fait, il Voilà. y a un truc qu'on a. Et qui quand c'est rejoint ce bon, que tu je dis. les présente au club. Là, on en a. Là, c'est le truc Grand Table que C'est ça, t'as ouais. fait. Ouais. Donc là, on a, c'est un dossier sur lequel ça fait 6 mois qu'on suit ça. Quand je dis on, il n'y a pas que moi. Il y a Mehdi qui travaille chez Snap. Il y a Anis Raphaël, aussi. Il y a Anis. Ouais. Il y a Anis que tu m'as présenté et qui Ouais. est devenu un très bon ami et qui est un acteur de ce club-là, qui analyse les dossiers. Et à un moment donné, voilà, c'est de manière collégiale. C'est pas quelqu'un qui apporte un dossier. C'est un club, quoi. C'est un club. On est 5-6 à dire, il y a un truc chez lui, on va l'aider, on Collégial. va le proposer. C'est collégial. Voilà. Et on est content de l'avoir fait. On a fait un petit buzz la semaine dernière. On est content de l'avoir fait. On a eu beaucoup de dossiers, mais c'est pas une assos, quoi. C'est un vrai fonds d'investissement, enfin, presque. Il y a des process. Il y a des process. Mais j'ai pas compris. Voilà, mais Est-ce on que va quand t'es chercher. dans le club, t'es obligé d'investir dans tous les deals? Parce que j'ai lu un peu le manifeste. le manifeste. En fait, ce que tu dis, c'est que quand t'es dedans, tu mets partout. Non, t'as pas tout lu. Ou tu sais pas lire anglais. j'ai dit ce qui est pas cool, c'est de ghoster. Ouais. Voilà. Tu peux refuser. Au moins, je sais, et après nous dire pourquoi t'investis pas, parce que peut-être t'es conflicté au genre de choses, ça arrive. Tu peux ne pas investir. En tout cas, dis-le, quoi. Juste, quand on voit le dossier, ne fais pas rien. Voilà. Si t'as pas d'argent à ce moment, et que, je sais pas, tu connais un décisionnaire dans ce business-là, si tu peux faire une passe décisive, c'est cool. Et ça, c'est une communauté et on aide la personne. C'est pas que de l'argent. Mais c'est aussi cool, c'est un peu ce qu'on fait chez Club aussi. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça, sauf que toi, c'est high-end, tu vois. Non, je travaille. Mais c'est un peu ce que tu fais chez Club, mais avec une autre thèse. Moi, c'est une thèse très précise. Ouais. Voilà. Et t'es pas obligé d'investir, mais tu peux aider, tu vois. Et les gens dans ce club-là, même s'ils investissent pas, je sais que je peux dire au mec qu'on a backé, va voir lui, il va t'aider parce qu'il est dans ce très club-là. très cool. Ce qui est sûr, c'est Ça, que c'est important. si Paul voulait faire l'investissement pour le rendement, il ferait certainement beaucoup plus sans cette thèse-là. Bien sûr, bien sûr. Il a du deal flow. Ouais. Il fait déjà un investissement en perso aussi.
c'est un fonds qui est très engagé pour trigger il y a beaucoup de gens qui se bloquent, qui s'autocensurent, qui se disent j'ai pas d'accès donc je lance pas. Les gens, il y a un trou dans la raquette. Aujourd'hui, les fonds impact, ils mettent entre 1 et 3 millions. 5 millions, 10 millions. Les fonds impact. Ouais. Mais il n'y a pas de précis. Il se passe quoi avant en fait? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et donc, du coup, les fonds impact, en vrai, ils se retrouvent avec le même deal flow que tout le monde, en fait. Enfin, sachant impact, c'est variable. Ça veut dire parfois juste climat parfois c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la diversité. Il y a des fonds impact, climat, sociétal, la diversité, etc. Mais ils se retrouvent avec le même deal flow, juste, voilà, tu sens que tu vas faire tu plais bien au mec du fonds impact, tu vas tourner ton deck et ton pitch en disant, je suis méga RSE, t'inquiète, nanana. Il y a une certaine hypocrisie. Et du coup, s'il y a des gens des cités là qui nous regardent, ils ont un projet, ils ont un deck, mais en fait, on le sait, ils auront jamais un deck qui a la gueule de ce que on peut voir et qui est finançable. On leur dit de te contacter. Ouais, ils contactent quelqu'un de la communauté. Il y a Rassem. Ouais, Rassem aussi. Rassem. Ouais. Il y a toi, tu viens d'adhérer. Bien sûr. Voilà. Ouais. Je savais pas. Welcome. Ouais, merci. Il va comiter là de soir. Ouais. J'ai vu le dossier. Et tu vois, moi, ce qu'on recherche, c'est les bases d'un entrepreneur. Quelqu'un les fondamentaux. Quelqu'un qui sait vendre, qui a un produit, qui va chercher de l'argent et qui a un peu d'ambition. Voilà. Sur le dossier qu'on a actuellement, ça fait 6 mois qu'on l'étudie. Je vais te dire, il m'a appelé 10 fois, il m'a contacté en me disant, ouais, j'aimerais trop te parler, nanana. J'ai fait le bâtard, je l'ai même pas répondu. Jusqu'au jour où il y a Kima qui me dit, hey Paul, Kima le front Xavier Niel, hey Paul, on a commit sur un dossier, le mec voudrait trop te rencontrer, et je pense que ça va bien fitter. Je regarde le nom, je fais, ah oui, j'avoue, je l'ai ghosté lui. Parce qu'on n'a pas le temps de tout. Bah, bien sûr, on n'a pas le temps. Et je parle au... Mais tu vois, la persévérance, c'est un truc qui passe le premier filtre. Exactement. Tu vois, la résilience. Il m'a appelé 10 fois, il a essayé de me contacter, il m'a appelé, etc. J'ai fait le bâtard. Voilà. Mais il est arrivé chez Kima, qui m'a dit en commit. Ok, je parle au gamin. Ouais, je fais 8K de MRR, machin, etc. Je fais, c'est pas mal. C'est combien de temps que t'as monté ta boîte? 4 mois. Ok. Je dis, écoute, là, le plus important, là, ce que tu me racontes, t'as des clients, machin, etc. Je te crois, mais j'ai besoin de voir une preuve. Soit il signe un contrat, soit il signe des LOI. Tu vois? Si le produit sort, je te l'achète tant. Il revient 3 mois plus tard. Il a 4 LOI. Tu vois? Il signe un contrat l'été. Il est en train d'installer sa solution dans des call centers au Maroc. Et là, en février, il fait 80K de MRR. J'adore. Mec, en un an, il va passer à 1 million de chiffre d'affaires, quoi, quasiment. C'est un truc de ouf. Tu vois? Non, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais. En un an. Et c'est un mec complètement hors système. Mais tu l'apprends. T'as un deuxième dossier comme ça, ASAP Work. Tu vois? Enfin, le mec de Tremblay, voilà. Un jour, il me contacte sur LinkedIn à minuit et il m'envoie un truc, ça me fait trop marrer. Je fais, ouais, toi, t'es un ouf et tout. Écoute, je comprends rien à l'intérim. J'ai un pote dans l'intérim, c'est un expert. Il travaille, il conseille tous les grands fonds d'investissement. Va le voir. S'il investit chez toi, j'investis. Mon pote, il me dit, ouais, j'investis. Je fais, what? Et donc, je lui parle. Je fais, ok, lui, il a la grind. Tu vois, il est fort. Ouais. Puis, mec, il a levé 1 an après 5 millions avec Speed Invest. Et là, il fait 15 millions plus de 15 millions de chiffre d'affaires, je pense. Et tous les fonds lui courent après. Personne ne le connaît. Personne dans la presse, etc. Il a tremblé. Tous les jours, il prend le RERB. Magnifique. Tu vois, ça, je recherche. Donc, ça, je cherche. Ouais. Ça, je cherche. Parce qu'en fait, tout ce qui est scolaire, etc., c'est de la technique et on peut t'apprendre, ou encore mieux, tu peux lever d'argent ou gagner de l'argent et te payer les gens très techniques. Ouais. Mais ce que tu as au fond de toi, est-ce que fait un entrepreneur, c'est-à-dire la résilience, savoir vendre son produit, avoir une vision, avoir de l'ambition, c'est pas à l'école, mec. C'est pas à l'école. Et c'est peut-être parfois quand tu es dans une cité et tu te dis, en fait, je vais me tirer de là. Et je vais sortir toute ma famille parce que tout le monde compte sur moi. Putain, la force que ça te donne, ça. Et tu vas voir, hein, tous ces gens-là, ils ont qu'un seul rêve. Acheter une maison à sa maman, acheter une voiture à son papa, machin. Des rêves très basiques pour certains. Mais eux, c'est leur rêve suprême, leur ambition suprême. C'est pas de faire 10 millions, 20 milliards, etc. C'est sortir ses proches de la merde. Ça te donne du gaz, t'as pas idée, quoi. Et moi, je vais chercher ça. Ça m'intéresse. Voilà. Et je me sens utile et je sens que mon argent est un peu utile.
Voilà. Magnifique. Pourquoi Unhinged? Unhiders. Unhiders. Ouais. Parce qu'ils sont hidden, quoi. Ils sont Voilà, parce cachés. qu'ils sont cachés et on les unhide. Tu les unhide. Pas j'ai du mal avec ce jeu. C'est évidemment, j'ai fait le post LinkedIn, etc. Mais il y a Rassem, maintenant il y a toi, il y a Anis, il y a Mehdi, il y a Baptiste, il y a Adrien, il y a Hervé, etc. Il faut que tu me dises quand t'as des entrepreneurs marocains, on peut les accompagner avec 212 aussi. Hein. Mais les Marocains, hein, Ah bah. de Madagascar. Suffit de ça, mec. Non, mais écoute, oui, évidemment. Mais tu vois, à un moment donné, il faut s'entraider. Bien sûr. Tu vois, quand tu sors d'Harvard, bah, t'as un fond d'Harvard. Mais bien évidemment. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est pas grave, en fait. Bah voilà. Moi, j'assume que je suis genre des cités et je veux aider les gens des cités. Totalement. So what? Ouais. Excellent. Non, c'est top. Il y aura, en plus, il y aura un effet d'entraînement parce que dès que tu as 2-3 success stories, derrière, ça va donner beaucoup plus de. En fait, les gens, je pense, dans ces milieux-là, comme il y a peu de rôle modèles, et il faut les montrer, les rôle modèles, il faut les sortir. C'est que quand tu dis unhide, c'est aussi, il les met, ça médiatise. Tu vois. Et quand tu vois qu'il n'y a pas qu'un seul qui a réussi dans toutes les cités autour de moi, mais il y en a 5-6, je les connais, il y en a un qui a fait la fac avec moi ou le lycée avec moi, ça devient beaucoup plus probable et tangible, tangible, exactement. Tu te dis c'est possible. I can do it. J'étais plus smart que lui à l'école et il l'a fait, donc je peux le faire. Mais si tu vois un mec qui a fait qui était dans le 16e, qui a fait tel lycée, etc., tu dis bah ouais, mais il est passé par les bonnes cases. Donc, ça ne m'apporte rien. Et tant mieux. Non, qui se passe tant mieux pour lui, mais le sujet des rôles modèles, c'est un vrai sujet. Les rôles modèles, ils doivent te ressembler. Sinon, tu t'identifies pas assez. Absolument. Si le mec, il a fait les bonnes facs ou les bonnes écoles, c'est pas un rôle modèle qui va te driver. Tu vas pas dire, je peux le faire, tu vois. C'est pour ça que c'est important quand tu les sors dans la lumière, du coup, ça va créer 20 autres mecs qui rêvent de faire la même chose, tu vois. Qui disent, c'est pas inaccessible pour moi. Et je pense que ça a encore plus de... Je pense que l'argent est utile parce qu'il les sort et quand ils rayonnent, c'est là l'impact. C'est quand tous leurs semblables se disent putain, wow, we can do it, c'est bon. Bien sûr, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est magnifique. We can do it. Et du coup, avant de finir, parce que on est en train de tendre vers la fin de ce premier épisode. Non, nous on reste là. On reste là jusqu'à minuit. Allez, commande des pizzas. Si on peut manger avec nous, les gars. Commande des pizzas. Mettez la facture, triplez le tarif à l'heure, c'est pour Reda. Hors de nuit là, tarif de nuit là. En vrai, t'as envie d'arrêter là? Pas du tout. On est dans le flow. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur la belle vie Frishti, les galères, parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est de faire fusionner. Moi, j'ai essayé de fusionner 3 boîtes. 3 boîtes en même temps. 3 cultures différentes. 3 freelance. Mec, on était. Dans moi. On était 450 mecs quand on s'est fait racheter par accord. Il y avait One Fine Stay, Square Break, Travel Keys. One Fine Stay, tu vois ce que c'est? Ouais, c'était des clients la belle vie. Ça, j'en doute pas, hein. Ça avait claqué de la thune. Square Break, nous, Travel Keys, boîte full remote, vraiment 3 cultures différentes. L'enfer, c'était honnêtement, j'appelais ça la triple merger, mais en fait, c'était triple murder, tu vois. Enfin, c'était, comment ça se passe, toi, maintenant? Bah, écoute, on est en plein dedans. Ça fait qu'un mois qu'on a pris Frishti. Écoute, c'est beaucoup de taf. Faut changer pas mal de choses. Il faut aussi inculquer et montrer aussi nos valeurs et notre esprit d'entreprise. C'est que le début. Enfin, j'en sais rien. Évidemment, c'est dur parce que il faut comprendre aussi. Tu sais, T'es content? T'es toujours content quand même de l'opération? Bien sûr, magnifique. Il y a 12 ans, 13 ans, quand je travaillais pour Alban, mon associé, il a vendu sa boîte. J'ai travaillé dans cette boîte-là. Et quand il nous a vendu, il faut dire ce qui est, on est arrivé dans une grosse boîte avec d'autres process, une autre mentalité, un autre esprit, etc. Donc, je me suis vite rappelé de cette période-là et comment je me sentais. Voilà. Et sur chaque décision de mon nouvel employeur, c'était une injustice. Tu vois, passer du ticket restaurant de 9 euros à 8 euros, je vois putain, tu vois. Et eux, faut comprendre que Frishti, je suis le 3e propriétaire, avec mon associé évidemment, les 3e propriétaire. Qui les avait achetés déjà avant? En 2 ans, quoi. En 2 ans, quoi. On est les 3e. Et donc, il y a des people qui, ça fait 1 an qu'ils ont pas de manager, qu'ils ont pas de vision,
c'est super dur, quoi. Ils sont super jeunes, donc c'est le moment où ils doivent bâtir leur carrière. Donc déjà, quand tu vis un rachat, c'est pas facile. Quand tu arrives dans la grosse boîte et la nouvelle boîte, mais t'en vis 3. Je peux comprendre que ça soit pas facile pour eux. Donc on essaye de faire comme d'habitude, de l'écoute, passer du temps avec eux. Bon, ils sont 160, mais on essaye de régler les problèmes un par un, et tous les jours, on essaye d'exécuter. Voilà, donc notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est exécuter des choses, voilà, et bien exécuter. Et tous les jours, on essaie d'exécuter le maximum de choses. Donc c'est des journées qui sont intenses. Je doute pas du succès. Sincèrement, je pense que c'est un très très joli mariage. Je pense qu'on va réussir à faire de belles choses. Je ne doute pas de ce succès-là. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Ça fait 3-4 semaines qu'on a repris Frichti. Je peux pas forcément t'en dire plus parce que moi-même, j'en sais pas plus, quoi. Voilà. Mais j'ai ce gut feeling qui est on va tout cartonner. Il a repris Frichti, il est en galère, il est quand même là à siroter des cocktails avec nous. Ouais, je suis arrivé en retard. C'est arrivé en retard. Hier, j'avais un poker avec des amis. Je pouvais pas, j'avais trop travaillé. Le week-end où on a repris Frichti, tu sais qui j'étais à Sam, j'y suis même pas allé, quoi. Je suis allé juste ce soir, un samedi soir. On a annulé un poulet braisé quand même. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé ce week-end-là. Ça fait depuis, je sais pas, le mois de juillet que notre petit, club de IA. De IA. De NFT. Voilà, où on doit se réunir autour d'un poulet braisé. C'est notre tradition. Je leur dis, les gars, je suis désolé, je suis booké jusqu'à fin novembre, en vrai. Ouais. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait fuiter un peu sur Twitter la news une semaine avant. Ouais, c'est parmi d'autres. C'est pas le seul à avoir la fuite. T'as fait un groupe, ça avait pas mal de likes. Ouais. Et en vrai, voilà, c'est comme ça, hein, et j'ai un agenda qui est complètement full, qui est bancal, hein, c'est dur de caler des choses. Maintenant, t'as un ami, un client, un investisseur, tu lances aussi ce projet-là, et ça me fait plaisir d'être dans le premier épisode, quoi. Bah, ça me fait aussi grave plaisir. On est dans le premier quand même. Ouais. On va voir où ça va aller. Peut-être le dernier. Il y a une stat, exactement, il y a une stat qui dit genre, les 3/4 des podcasts s'arrêtent au bout de la troisième épisode, tu sais. Ouais. Donc, si tu survis la troisième épisode, t'es déjà dans le top 25%. Ça me rappelle un truc. Vas-y. C'est le tu sais, le aha moment des KPIs. Ouais. J'ai un pote entrepreneur qui s'appelle Serge Allen, je sais pas si tu le connais. Il a fait Toc. Ouais, exactement. Il a fait TikTok. Il a fait Deliveroo avant Deliveroo. Ah oui, bien sûr, je connais Toc. Son objectif, c'était de faire. C'est un peu Glovo maintenant, non? C'est un peu Glovo. C'est vrai. C'était un peu le concept de Glovo. Et Serge, il me dit, j'ai trouvé la magic number. Après 6 commandes passées sur Toc. T'es hooked. Ouais. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il payait toutes les 6 premières commandes. Ah ouais. En gros, il finançait les 6 premières commandes. Je pense qu'on doit pas être loin du chiffre de Gorillaz ou Getir, quoi. Il finançait 60 € sur les 6 premiers achats. C'était un truc de malade. Ouais, c'est ça. Voilà. Et final, ça n'a pas marché tout ça. Bah d'ailleurs, est-ce que tu connais Reda beaucoup de boîtes en ce moment, en parlant de boîtes en difficulté qui n'ont pas marché, etc. Est-ce que tu entends dans l'écosystème aujourd'hui des boîtes Qu'est-ce que t'entends, Reda? Parce que toi, vas-y, donne-nous des gossips. Parce qu'il a dit gossips. Il nous a teasé. Reda. Déjà, non, mais il vit où les gens vivent. Non, je connais pas tout. En fait, moi, j'ai aussi, comme toi, hein, on a cette chance d'avoir aussi relation avec les VC, relation avec les entrepreneurs, et on voit la réalité que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez catastrophique parce que il y a plus de liquidité. Les VC ont même du mal à appeler les fonds des LPs. Donc, t'as plein de termes qui sont en train de se faire. Des fonds comités. Ouais, des fonds comités. Peut-être qu'il faut expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le système. Ouais, mais pour ceux qui comprennent pas, c'est chaud. Quand un fonds d'investissement, c'est inédit ça. Quand un fonds d'investissement dit qu'il a un fonds de 150 millions, en réalité, il prend que 10% des 150 millions qu'il a vraiment. Non, attends. Quand il dit il a 150, il la ramène d'où? Ah oui. D'où, qui sont, il y a ce qu'on appelle les LPs, les Limited Partners. Et tu as aussi les partners du fonds, les general partners,
qui aussi mettent quand même un ticket dans le ouais, petit. Symbolique, ouais. mais ils sont quand genre même skin in the game. Ouais. Skin in the game, c'est-à-dire qu'ils participent au truc. Mais les LPs, les limited partners, en règle générale, tu as beaucoup d'institutionnels et tu as beaucoup aussi de gens fortunés, de family office, de multifamily office, mais c'est beaucoup des instituts. Donc quand quelqu'un dit j'ai un fonds de 150, en général c'est jamais son argent. C'est jamais son argent. C'est l'argent de quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus, mais qui n'a pas le temps lui-même d'investir directement dans les boîtes. Donc il le donne à ce qu'on appelle un fonds. Il donne 50, 30, 40 et tu fais un fonds de 150. C'est ça. Sauf que cet argent n'est jamais sur le compte du fonds. Exactement. Il est sur le compte du LP. Exactement. L'argent est appelé en fonction des deals. Donc jusqu'ici c'était automatique. Jusqu'ici c'était automatique. Genre en gros, le fonds d'investissement il faisait un comité d'invest, il disait c'est bon, on met dans cette boîte, ok, on fait un reporting, boom, ok. Et puis derrière t'as les LPs, ils disent ok, on fait le virement. Ils appuient sur le bouton. Sur le bouton, ils font le virement pour que le fonds puisse investir. Bah là maintenant en fait les LPs ils répondent plus aux mails. Parce que contractuellement ils devaient faire ça. Hein. C'est ça qu'il faut dire, c'est que le LP contractuellement il a commit. Ils sont obligés. C'est juste que le cash est chez lui parce qu'il le fait travailler certainement, je sais pas Bien quoi. sûr. Une fois que tu l'appelles, contractuellement il doit exécuter. Aujourd'hui ils exécutent pas le contrat. Ils exécutent pas le contrat. Ça, c'est et tu sais pourquoi? La majorité des LPs institutionnels, ce sont des asset managers. Les asset managers ils ont des stratégies ultra diversifiées. Et pendant la période 2019 à 2022 ils ont pris une mauvaise habitude de prendre des lignes de crédit parce que les taux étaient à 0%, même négatifs. Ils étaient payés pour collatéraliser leurs autres actifs comme l'IMO ou machin pour avoir des lignes de crédit. Donc c'était très facile pour eux. Ils appuyaient sur un bouton. Ils avaient 1 milliard d'IMO. Ils pouvaient prendre une ligne de 100 millions sans se poser de questions parce qu'ils payaient pas de taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 3-4%. Ça coûte hyper cher d'emprunter de l'argent. L'argent coûte cher. Donc en fait, il y a plus de liquidité. Ce qui fait que le LP qui s'était engagé dans une période où l'argent était gratuit a aligné autant qu'il tirer voulait, des crédits autant qu'il voulait. Il peut plus tirer de crédit autant qu'il voulait. Donc quand t'as le fonds VC, qui en plus est une classe d'actifs qui est ultra risquée, qu'on se le dise. Qui est celle que tu as éteint le plus vite possible avant, quand il y a une crise en fait. Exactement. T'as ça et la crypto. Crypto avant même. T'as NFT, ensuite crypto, ensuite VC. Et nous on est dans tout ça nous, putain. On est dans tout ce qui pourrit. Et du coup t'as l'asset manager et te dit bah désolé je peux pas. C'est vrai qu'avant la liquidité ça, mais tu vois il y a un autre effet qui est incroyable, c'est les perversions du 0% d'intérêt, c'est que tu as des gens, t'as les LPs donc qui arrosent tout le monde. Donc les LPs ils placent dans les actifs sûrs, ensuite petit à petit ça cascade, tu vois. C'est exactement ça. Et à un moment donné, comme il y avait trop de liquidités, ils avaient arrosé tous les private equity de la place, ils avaient arrosé tout l'immobilier, il en restait quand même beaucoup. Donc ils ont dit OK les VC, et donc ils arrosent les VC, mais il en reste encore de l'argent. Donc ils se sont dit OK crypto, on va mettre dans crypto. Et tu sais c'est le concept TINA, tu connais TINA? Non. There is no alternative. Moi, je connais Dior. Do your own research. TINA, c'est un truc hyper connu dans la finance. LOL, je connais LOL. Mais TINA, ça entraîne le LOL, hein. C'est un truc dans la finance, c'est que ça entraîne le FOMO. J'ai tellement mis dans tous les trucs safe. Il m'en reste beaucoup. Il me reste beaucoup. J'ai plus d'alternatives. Tu sais quoi? Viens, on met dans tous les trucs de merde, là. Incroyable. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, effectivement, bah, c'est chaud. Tu me dis. Là, tu vois le système, c'est quoi le pouls aujourd'hui? C'est que t'as des fonds VC. Tu vas voir des trucs que t'as jamais vus. Tu as des fonds VC qui vont mettre la clé sous la porte. Mais la plupart, je pense, hein. Beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup. T'as beaucoup de VC, pour ceux qui savent pas, c'est des venture capitalistes, donc ces investisseurs dans les startups qui disent putain mon track record il est flingué. Toutes les conneries que j'ai commises en 2021, 2022, les mecs ils étaient sous coke. T'as le mec il arrive avec un deck, même pas un deck, il dit je lève à une valo de 40 millions. Comment tu soutiens une valo de 40 millions aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, faut un business déjà. Faut avoir un business. Et après, t'es valorisé. Business, faut du chiffre d'affaires, faut un peu d'EBITDA, croissance, un peu d'EBITDA. Voilà, on revient au basique, hein. En vrai, on revient à une normalité. Bah, on revient à 2015-2016, où effectivement, une boîte en amorçage, elle est financée à une valo de 2 à 3 millions. Elle lève 500K, elle a un proto, elle a 2-3 LOI, ouais, un on client. On revient à 16, ouais. 2015-16, ouais. Bien sûr. Même pas 19, 18. Non, 19, ça commençait déjà à être n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. 2016, 2015, ouais. Mais il y a quand même des levées, il y a quand même des belles histoires. Non, mais c'est surtout que quand tu regardes toutes les grosses boîtes tech américaines, elles ont tous été lancées dans des périodes un peu, pas, où le cash n'était pas aussi abondant, en fait. Absolument. Tu vois, parce que tu es obligé quand t'as beaucoup trop de cash, tu investis sur des boîtes qui n'ont pas de fondamentaux, qui ont beaucoup de FOMO, qui ont de la hype, tu vois. Alors que quand tu as des boîtes qui sont, en fait, finalement,
nous, chez Legal Place, on a toujours été plus créatifs en période de rareté de cash. Parce que c'est là où tu dois chercher dans toutes les ressources pour trouver les meilleures idées possibles. Parce que tu es obligé de couper les coûts opérationnels au max. Absolument. C'est là où tu fais tes innovations. Parce que quand en temps d'abondance, pourquoi est-ce que tu vas réduire tes coûts opérationnels? Tu recrutes plus, c'est tout. En temps et tu acceptes tous les projets R&D les plus risqués possibles, tu les valides, donc tu as plus de dev, donc tu as du gras. Et ce gras-là, en fait, ça tue l'innovation. Finalement, tu innoves que quand tu as une contrainte très forte. C'est la contrainte qui crée sur la belle vie, ça a été ça. On a toujours été les plus pauvres de la food tech. Ouais. Donc, vous avez survécu. Mais quand tout le monde est parti. On a levé, évidemment. On a levé 30 et quelques millions d'euros et ça paraît ouf. Mais dans notre milieu, la food tech delivery. Ah oui, c'était la folie. Les mecs qui levaient 400 millions, 500 millions. On est les plus pauvres. Ouais. On est les plus pauvres. Et on a levé notre première série A 4 ans après avoir créé la boîte. 4 ans. T'imagines? Ça, c'est la survie, ça. C'est la survie. Mais 2017, on aurait dû mettre la boîte en énergie tous les jours. 5, je sais même pas comment on a survécu à cette année-là, quoi. Non, je pense qu'on a une bonne période aujourd'hui parce que t'as tous les mecs qui sont rodés dans les startups d'avant, qui quittent, qui ont un savoir-faire, qui ont faim, etc. L'argent n'est pas non plus absent, il est toujours là. Il y a 15-16, c'est pas non plus, tu vois. Et donc je pense que t'as les meilleurs ingrédients pour avoir les next grosses boîtes, quoi. Moi, paradoxalement, ce que je dis aux gens, c'est que en ce moment, c'est le meilleur moment pour investir dans des startups. Ceci n'est pas un conseil financier. Hein. Si, potentiellement. Non, mais si t'as le bon deal avec le bon entrepreneur qui montre qu'il sait vendre, qui sait répondre à des problématiques, et que t'as la bonne valo, mais vas-y, mon pote, parce que c'est la période la plus dure. Les gens, ils dépensent plus, les gens font gaffe. Putain, les B2B SaaS, mon gars. Tout ce qui est B2B SaaS. C'est dur pour tout le monde. Et c'est le premier truc qu'on cut. Nous, on a fait un cut de... C'est pour ça que t'as cut Legal Place? Merde! Non, ça, tu regardes il m'a inventé une histoire pour me préparer. Non. Je cut Kanoun parce que... Ça, c'était ma boîte perso. Non, mais enfin, on cut tous les trucs qui sont en trop. Les quoi B2B. Le premier truc que t'as cuté? Le premier truc qu'on a cuté, c'était quoi? C'est le Wagyu. C'est lui qui me l'a cuté. C'est lui qui me l'a cuté. J'ai arrêté du le Wagyu. sevrage. Il m'a dit, écoute, Reda, je vais faire gaffe pour toi. Bien market, mon gars, garde ton cash. C'est fini. C'est Aujourd'hui, c'est fini. Charal. T'as quand même les petites entrecôtes maturées, là. Elles sont pas mal. Très, très bon. Elles sont pas mal. Très, très bon. Mais, c'est quoi le premier truc qu'on a cuté? On a cuté tellement de trucs, en fait. Déjà, AWS. On a été, AWS, il y a plein On de a mis trucs. sur OVH? Non, mais non, on a pas ok. dit, j'étais un malade. T'as mis un PC sous ton bureau? Non, mais AWS, on a vachement réduit et on a outsourcé Raspberry. une partie de l'activité infrastructure parce que ça coûtait super cher. Et on a cuté ce truc-là. Ok. On a divisé par 3 les coûts serveurs. On regarde aussi tous les centres de coûts. Ouais, je te dis, il regarde jamais le prix. Donc là, il s'est dit, bon, regardons le prix. Ah, on paye 3 fois des trucs qu'on n'utilise pas. Parce que 3 fois AWS, il faut y aller, hein. Non, on les utilisait, mais parce que tu sais, quand t'es dans l'infra blockchain et compagnie, tu fais de la redondance. T'as des modules, du coup, ok. ce que tu fais, c'est que tu acceptes d'avoir un service un peu dégradé. D'accord. Mais tu payes pas 3 fois. Tu vois, ça règle des 80-20, tu vois. Oui, tu oui, fais bien sûr, 80% avec 20%. Ok. Mais Donc AWS, ok. ouais. AWS, pour ceux qui savent pas, c'est Amazon Web Services. On a cuté Unbounce, on a cuté tous les petits trucs là. On avait aussi des outils qui étaient en double, qui faisaient les mêmes services et qu'on pouvait rationaliser avec d'autres softwares. C'est vrai que moi, j'ai tous les ans un jour où je revois toutes les factures. Ouais. Et en fait, tu as toujours un truc, c'est incroyable. Ouais. T'as toujours un peu de redondance, une facture, tu sais pas à quoi ça sert, tu creuses, ça sert à rien. Tu enlèves les sites aussi. Mec, sur GitHub, c'est des bâtards parce que quand t'as plus la personne qui utilise le site sur GitHub, il te laisse quand même le site. Donc même s'il est libre, donc en fait, tu dois toi-même aller vérifier que le truc, il est Il y a pas... le truc que je surveille assez souvent, c'est Google Workplace. Oh putain, ça coûte une blinde maintenant. 25 € par salarié. À chaque fois, ça monte. Ouais, à chaque fois, Voilà. ça monte. Si tu oublies un salarié, Ouais. Et que tu les désactives pas. tu n'actives pas, c'est 25 balles tous les mois. Ouais. Et quand on a Et tu passes des seuils, quand tu passes des seuils, Ouais. ça monte à chaque fois. Mais Oui. Ouais. Toi, tu Avant, ça coûtait 4 balles par mois. tu enlèves 10 salariés Oui. par semaine. 4 au début. Ouais. Tu vois, ce dimanche dernier, j'ai enlevé 10 salariés, anciens salariés. J'ai économisé 2500 balles à l'année. C'est fou, hein. Et c'est, dans la trésor, c'est un salaire. Ouais. Tu vois, c'est complètement con. Et à la base, c'est un email, un SaaS. Tu vois. Tu payes 2500 par an, toi? Ça là? Bah, au Vietnam. D'un mois. C'est vrai, au Vietnam. Un mois.
Ouais, non, Google Workplace, c'est vrai que pour ceux qui regardent, c'est un truc à checker. C'est un truc à checker. Les emails, ouais. Juste les emails. Alors, les renouvellements de nom de domaine, que t'as. Slack, ils sont un peu plus cool, je pense. Ils regardent quand c'est inactif. Slack, ils sont fair. Ouais. C'est rare ça. Ils sont super fair. Mais peut-être que parce qu'ils ont été rachetés par Salesforce. Je pense que s'ils étaient encore seuls, avec le contexte actuel, parce que là tout le monde milk. Tout le monde est en train de milquer ses bases clients parce que Salesforce, ils avaient dit que Salesforce avait une croissance naturelle, c'est quand ils closaient quelqu'un, le nombre de sites que tu achètes, la boîte elle a genre 100 sales. Et l'année d'après, elle aura 120, naturellement. Donc, quand ils closent quelqu'un, ils savent que dans les 5 ans, ça va croître seul. C'est du churn négatif, quoi. Ouais. Et là, pour la première fois, ils ont des comptes qui scale back. C'est-à-dire qu'ils ont moins de sales. Et donc, ils ont enfin, pour la première fois, des boîtes qui réduisent leur panier d'une année à une autre, quoi. Ouais. Ils ont jamais vu ça. En fait, la crise, elle frappe le B2C, le consommateur. Donc, toutes les boîtes qui font B2C, elles sont très, très lourdement touchées. Les DNVB. Luco, Frischti, etc. Ensuite, ça cascade parce que ces gars-là, ils ont des fournisseurs B2B. Donc tu arrêtes des Salesforce, tu arrêtes du AWS, etc. Et ça remonte la chaîne en fait. Et donc B2B est un peu plus tardivement touché, mais à un moment ça arrive. Et après t'as le cercle infernal où t'as toute cette consommation qui se réduit, qui entraîne des réductions de postes. Et ces réductions de postes, des gens qui se retrouvent au chômage. Bon, dans un pays comme la France, ça se ressent pas tout de suite, mais oui, il commence à être beaucoup plus dur sur la consommation, sur l'indemnité. Donc, dans notre entourage, on connaît plus de gens qui partent de des boîtes qui sont embauchés. Là. Ouais, bien sûr. Regardez juste autour de vous, il y a plus de gens qui se cassent des boîtes, quoi. Ouais. Qui sont embauchés. Ah oui, c'est vrai. Dans les écosystèmes tech, en tout cas, c'est frappant. Ouais. Ah non, mais c'est catastrophique. Et en plus, on n'est toujours pas arrivé. Et c'est des très bons profils parfois. Mais oui. Mais c'est très bons profils, mais ils vont toucher un chômage énorme et ils sentent pas le stress parce qu'ils ont des bons diplômes, etc. Mais moi, j'ai l'impression que là, il y en a vraiment beaucoup sur le marché. Ils sont inconscients de ne pas être stressés. Ouais. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pas fini, c'est que le début. Et que le marché de l'emploi, il est pas prêt à recover. Pourquoi ? Parce que le marché de l'emploi, c'est quoi ? C'est du financement. C'est de la R&D. Quand tu recrutes des gens d'un certain niveau, d'une certaine qualité, tu recrutes des nouveaux projets. Et les nouveaux projets, ils ne se font qu'avec du financement additionnel. Donc, vu qu'il n'y a plus de liquidité, les fonds VC n'arrivent plus à appeler les fonds des LPs, bah en fait, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de nouveaux financements. Donc, en fait, c'est do more with less. Donc, ça veut dire que les gens, une fois qu'ils ont fini de toucher... Ils vont pas retrouver tout de suite. Ils vont pas. Mais parce que ils vont arrêter les startups early stage stars. Ils vont tous aller dans les grands groupes. Et les grands. Exactement. Ils vont se convertir. Mais les grands groupes sont dans la même galère. Tu sais que les grands groupes, tu regardes. Tu sais, on parlait des obligations. Oui. Les obligations. Toutes les boîtes. Ils émettent des obligations les grands groupes. T'as les grands groupes, ils émettent des obligations pour se financer. Les Porsche, les machins, c'est fou. Et t'as des obligations qui arrivent à terme 2025, 2024. Et pour se refinancer, c'est plus les 2,5%, 3%. Donc, pour se refinancer, c'est du 7, 8, 9%. Donc, une obligation, c'est qu'une boîte, elle te dit, place de l'argent chez moi, donne-moi 10 000 balles, et je te donne 3% chaque année, pendant 2 ans, mais tu peux pas sortir l'argent jusqu'à... Donc, elle se finance. C'est le particulier qui donne du crédit à une boîte pour qu'elle dépense en ingénieur. Et au terme de l'obligation, elles doivent rendre le capital et les coupons, normalement, ils sont versés régulièrement selon certains termes. Mais donc, à la fin, elles doivent rendre le capital, mais elles ne le font jamais. Elles ne l'ont jamais fait ces 6 dernières années. Elles ont juste, à chaque fois, réémis de nouvelles obligations pour pouvoir refinancer leurs dettes et pour pouvoir continuer. Attends, elles ont fait ça jusqu'aujourd'hui ? Ah ouais. Donc elles ont jamais arrêté le cycle. Bah non, elles ont toujours émis des obligations pour se refinancer. Et donc là, en fait, si les taux ne baissent pas d'ici là, elles seront obligées, pour être compétitives avec les taux des banques centrales, de se positionner au minimum. Alors, je vais te donner un truc plus macro que ça. Déjà, je suis d'accord avec l'analyse, mais il y a plus macro que ça, un mec qui dit, OK, t'as raison que le financement, la R&D, elle est financée par du cash qui vient de l'extérieur. Ouais. C'est rarement ton EBITDA que tu consommes pour de la vraie R&D. Il y a de la R&D de routine, mais genre de gros projets en général, tu vois. C'est pour ça que les boîtes sous LBO, elles innovent finalement peu. Elles font de la restructuration, de l'utilisation, mais t'as besoin de cash de l'extérieur. Donc soit t'es coté et t'as de quoi avoir. Tu émets des actions et soit t'as le crédit et tous les mécanismes. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que aux États-Unis, t'avais les boomers qui avaient épargné énormément d'argent. Ouais. Cette épargne-là, il est parti dans les LPs, ensuite il a cascadé vers VC et il a financé la tech américaine. Aujourd'hui, les boomers arrivent à l'âge de la retraite.
Ouais. Qu'est-ce que tu fais à la retraite? Tu vas pas placer. Maintenant, tu te déplaces, quoi. Ouais. Exactement. Donc tu sors le cash, tu dis merci pour tout le rendement, j'ai bien réussi ma vie, et tu commences à aller en île Maurice, Thaïlande, machin, Wagyu chez Paul, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme ils sont nombreux par rapport à la génération qui a épargné avant eux, tu vas avoir plus de cash qui sort que de cash qui rentre par les nouveaux épargnants. Donc, et en plus, c'est des gens skilled qui étaient ingénieurs, cadres, etc., qui sortent en masse, qui sont pas remplacés. Donc finalement, là, on est peut-être à la fin d'un énorme cycle d'investissement tech, et on rentre dans un cycle où les investissements seront plus bas. Donc peut-être des projets tech, ils vont avoir toujours, mais peut-être moins ambitieux dans de la deep tech. Genre on a eu le cycle IA grâce à toute cette partie-là. Ouais. Mais peut-être on n'aura pas un truc aussi gros que IA dans les 30 prochaines années, en fait. Pour moi, j'ai une thèse en termes d'investissement, c'est l'énergie. Si on arrive à trouver des nouvelles sources d'énergie, en fait, et qu'on finance ce secteur-là, il y a moyen de voir un nouveau cycle de prospérité de la civilisation humaine, parce que le vrai sujet, en fait, c'est l'énergie. Et en fait, c'est le seul truc, je pense, qui pourrait nous sortir de... Tu parles de miracle, toi, en fait. Ah, c'est un miracle. J'attends un miracle. Mais les boîtes, ça c'est des gros investissements tech, mais après t'as toujours des investissements tech plus low tech, on va dire, sur lesquels tu peux faire beaucoup de business en vrai. Parce qu'aussi, on est dans une période de rationalisation des coûts, etc. Donc, ce qui fait rationalisation des coûts, c'est des startups tech aussi, tu vois. Bah, l'IA, tout simplement. Ouais, l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est un truc massif. Toi, tu utilises l'IA ou pas encore? Oui, bien sûr. Bah, voilà. Il utilise ChatGPT pour répondre à des mails, pour écrire des courriers à des gens. Et bien évidemment, tout le monde utilise ça. Même sur la belle vie, c'est des kits recettes, hein. Ouais. Les fiches c'est ouf, ça. Ah, bien sûr. T'es une boîte IA, finalement. T'es une boîte IA. Mais moi, je connais plein de boîtes autour de moi. Plus d'argent, on le ferait. Plein de boîtes autour de moi qui ont directement, indirectement viré des gens pour les remplacer par ChatGPT. Nous, on n'a pas de graphiste. Ouais. On a Midjourney. T'es pas sérieux. Je te jure. Énorme. Ah ouais, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, c'était ChatGPT que je voyais. Mais toi, tu utilises Midjourney. Tous les icônes que tu vois sur la belle vie, etc. Les icônes dessinées, là. Pour les catégories, mais disais que c'était devenu mieux qu'avant. Ouais. Mais ça, c'est Midjourney, ça. C'est DALL-E et Midjourney. Énorme. Non, c'est une révolution. Mais on est au tout début, on sait pas ce qui va... Les images, tout, enfin, même de publicité, etc. Même les créas. Une femme qui, avec des enfants, qui reçoit les courses sur un appartement haussmanien. Heureuse. Blonde, brune, machin, etc. Et tu Bobo. Bobo. Hop. Putain, mais ça met tellement de photographes, de studios, de mannequins, de machin sur le carreau. Surtout quand quand t'as une mentalité dans l'acquisition en ligne, ce qu'on appelle le quick and dirty. Oui. Tu vois, c'est au lieu avant de faire un truc beau, branding, machin, final, etc., tu vas tester. Ouais. Tu vas tester tes messages, tes créas, etc. Et ça, c'est le... L'itération est beaucoup plus forte. Ouais, parce qu'en fait... L'itération, elle est plus forte. Au lieu d'attendre ton graphiste qui sorte un truc une fois par jour, tu peux tester 10, 15, 20, 100 visuels par jour. En fait, avec des messages différents. Et tu vas voir la performance de ton ad. Et là, ça, c'est vraiment... Après, tu stabilises. Passer, en fait, pour ceux qui savent pas, en gros, aujourd'hui, dans la pub, quand on fait de la pub, nous, on va tester plein d'images différentes. Avant, tu devais prendre des photographes et photographier des gens. Donc, t'imagines la quantité de travail pour une seule image, et si c'est pas la bonne, t'es foutu. Et tu saurais même pas parce que t'as pas le temps de tester. Et aujourd'hui, t'avais les images stock, etc., qui ont permis de tester plus vite. Mais ça reste cheap, les images stock. Ça se voit que c'est une image stock, en fait, tu vois. Et c'est vrai que, avec les A/B testing, avec le fait de tester plusieurs messages, comme c'est du texte, tu peux le faire rapidement. Tu testes genre 100 messages, tu vois celui qui convertit. Mais avec les créas, avec les images, des vraies pubs, c'était beaucoup plus difficile. Et quand tu fais des social ads sur Facebook, Insta, etc., c'est des créas, c'est pas du texte. Alors que Google, c'est que du texte sur le moteur de recherche, tu vois. Donc en gros, pour expliquer, c'est aujourd'hui pour tester 50 images différentes et voir pour la même pub et voir qui performe le mieux, bah, tu changes de prompt. C'est énorme. Et quand tu trouves la bonne pause, si tu veux une quali plus élevée, bah tu reproduis la même chose dans la vraie vie, quoi. Bah, ma collection NFT de Shiba Inu, je l'ai fait sur DALL-E. Hein. Ouais, j'ai vu. Voilà. J'ai reconnu la petite touche DALL-E, la version 2. Version 2. Ouais. Mais bon, tu vois, ça a quand même nourri quelques chiens à la SPA. Trop stylé. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? DALL-E a nourri des chiens. C'est fou ça.
On enchaîne, on va se prendre un petit truc à grignoter après. Moi, je suis dispo, y a pas de problème. Cool. Un petit wagyu pour Polo. Kebab. Un petit kebab. Kebab, c'est dans le thème. Ouais. Dans le thème, on reste dans le là, truc. en face, là. Ouais. C'est la rue. Ouais, il y en a plein, ouais. Bon, c'est cool. En tout cas, c'est merci. très cool cet épisode. Ouais. On fera l'épisode 2. Je suis invité ou pas à l'épisode 2? Bah écoute, mec. Est-ce qu'on est admis dans l'épisode 2 ou pas? Vous venez quand? Likez si vous voulez qu'on soit dans l'épisode 2. Un pouce bleu. Pouce bleu si vous voulez vous voulez qu'on soit dans l'épisode 2. Voilà. Je vais booster cet épisode à fond, comme ça ils se disent c'est parce qu'on était là que ça a marché. Exactement. Et comme ça on sera dans le 2. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Vraiment Plaisir. cool. On n'a pas dit les cocktails qu'on a dégustés. Toi, qu'est-ce que t'as choisi? Un petit punch. Un petit punch. Toi, c'était. Moi c'est ginger beer. Ginger beer. Et pour moi, c'était caipirinha. Le mixologiste, il a fait un bon boulot. Très bon boulot, mais c'était pas assez chargé. J'ai eu un petit verre, donc. Ah, bon. T'inquiète, tu te rattraperas après. Sur l'épisode 2. Sur l'épisode 2, on se rattrapera. Pouce en l'air. Merci à tous. J'espère que vous avez pris des super trucs. Et surtout pour Paul, si jamais vous montez une boîte. Juste l'histoire de ce podcast avant que tu fasses la. C'est pas lui pour monter une boîte, c'est moi. Vous passez par lui, vous vous faites financer par lui. Par nous. Tu passes. Oui, pour Vici, oui. Bah, bien sûr, on est dans le club. Si vous voulez faire des courses chez Paul, il y a des wagyu de ouf. Ouais. Si vous voulez créer des boîtes chez Legal Place. Ouais. Mais pour raconter l'histoire rapidement de cet épisode. Ouais. Donc c'est Reda qui nous écrit, qui fait un petit groupe WhatsApp. Qui dit les gars, on fait. Donc il est très. Il a été chauffé par TikTok parce qu'il a fait une vidéo qui a percé. Ouais. Donc il s'est dit putain là je suis hooked. Là je veux faire du contenu vidéo, etc. Mais surtout quand t'as des gens super intéressants autour de toi, en fait t'as envie vraiment de te poser, de discuter des super trucs et de partager en fait. Il y a très peu de contenu de très grande qualité, je trouve, en français aujourd'hui, versus ce qui se passe aux États-Unis. Absolument. Donc c'est très cool que ceux qui ont un peu de savoir-faire puissent le partager. Et donc voilà, il a fait un groupe WhatsApp sans préparation, sans anticipation. On savait pas le thème, donc on a découvert le thème. D'ailleurs, quand j'ai demandé le thème, il m'a dit Casablanca alors que je parlais de l'épisode. Moi-même, je savais pas le thème, Rassem. Écoute, c'était un plaisir. Ouais. Top épisode. Non, c'est cool. C'est très cool. Sympa. Vivement l'épisode 2 et l'invitation. Pouce en l'air. Merci à tous. Et on se voit pour l'épisode 2. Et si vous avez des questions pour Paul, Rassem, moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Exactement. Et suivez la chaîne. Et abonnez-vous. Et d'ailleurs, attends, on peut te suivre sur TikTok. C'est quoi? C'est Rassem Flazy, c'est ça? Oui, exactement, sur toutes les plateformes. TikTok, YouTube, Instagram, exactement. YouTube. Et toi? Paul Lé. La Belle Vie. Sur La Belle Vie. Sur Apple Store, téléchargez La Belle Vie. Message au livreur. Attends, et t'as pas un code pour La Belle Vie? Pour les premières commandes? Si, j'en ai plein. Vas-y, donne-en un. En commentaire. En commentaire? Ça marche. Ok, au commentaire, vous allez retrouver un code de réduction pour faire votre première commande sur La Belle Vie, que je recommande chaudement. Et d'ailleurs, en fait, tous les ingrédients qui ont été utilisés pour faire ces cocktails ont été achetés sur La Belle Vie. Encore heureux, hein. Ouais, évidemment. Et d'ailleurs, vous aurez le WhatsApp, vous aurez le WhatsApp de Paul pour service après-vente. Si jamais vous devez vous plaindre. Allez, merci les gars, merci à tous et à la prochaine.